Bienvenue à Code Vitalité, le podcast qui brise les codes. Viens revisiter l'abondance vitale et t'ouvrir à la possibilité que la vitalité, c'est un état d'être, une fréquence accessible à tout instant où tu choisis de t'y connecter. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de l'expérience humaine dans toutes ses dimensions. Nous te partagerons notre cheminement, nos prises de conscience et nos défis en lien avec la santé, les relations et la spiritualité. Bienvenue dans un espace d'évolution sans prétention avec Anne-Sophie et Vicky. Okay, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, Anne-Sophie et moi, on a l'honneur d'avoir notre premier invité, Danick Legault, qui est naturopathe. Donc, aujourd'hui, on va lui poser quelques questions puis écouter attentivement ce qu'il a à dire sur la santé. Juste avant de commencer, je veux vous raconter pourquoi on a choisi d'inviter Danick. Donc, il y a quelques mois, j'étais sur les réseaux sociaux puis je suis tombée sur une publication. Puis c'était la première fois que je tombais sur ce genre de publication-là au Québec. Le contenu que je lisais, je le sais qu'il y a probablement d'autres personnes qui vont partager du contenu similaire, mais moi, c'était la première fois que Danick arrivait dans mon univers sur les réseaux sociaux. Puis ça a vraiment résonné qu'est-ce que j'ai lu. Puis surtout, ce avec quoi j'ai vraiment connecté, c'était avec son hashtag « On ne négocie pas avec la nature ». Puis pourquoi j'ai connecté comme ça? Bien entendu, ceux qui ont écouté nos épisodes, les 4 clés de la vitalité, qui sont en format audio. Une des clés, la première en fait, c'est que nous sommes la nature. On n'est pas séparés d'elle, on n'est pas supérieur à elle, on n'est pas inférieur, mais on est tous interconnectés. Donc, je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps où des fois, on a peut-être tendance, l'humain, à penser qu'on peut dépasser la nature ou la contrôler. Fait que ce hashtag-là, je trouve que ça venait vraiment nous connecter avec des messages qui étaient similaires. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui m'ont vraiment intéressée et qui ont piqué ma curiosité. Mais ça, je vais laisser Danick nous en parler. Avant tout, Danick est naturopathe depuis 2013, je crois. Mm-hmm. Oui. Puis, j'aimerais ça que tu te présentes puis que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé pour toi, le changement de carrière puis l'arrivée en naturopathie. D'accord. Fait que, premièrement, merci de l'invitation, Vicky. Merci, Anne-Sophie. Ça fait plaisir d'être là pour vous jaser. J'espère que ça va être le moindrement intéressant. Fait que je suis plus un petit introverti dans la vie. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un me pose la question, là, jase-moi de toi, là, comment t'es arrivé là, puis t'es qui toi, c'est jamais ma zone de confort totalement, mais moi, c'est une deuxième carrière. Fait que, bien sûr, 2013, ça fait longtemps, mais c'est récent en même temps. Donc, une douzaine, 13 d'années environ. Fait que j'avais une ancienne carrière qui me plaisait pas, mais qui apportait un confort, hein, un peu comme plein d'autres gens vont se reconnaître qui écoutent ça. Donc, certaines carrières qui apportent une sécurité, une paye, qui paye la maison, l'auto et ces choses-là. Puis j'ai toujours voulu, parce que c'était dans mon intérêt de la santé. À ce moment-là, j'étais plus jeune, hein, on voulait développer nos muscles, on voulait impressionner les filles. Fait que c'était plus du fitness, du bodybuilding, etc. Mais je m'intéressais à la santé. Puis à toutes sortes de facettes de la santé. Pas tout à fait à la naturopathie encore, mais je me souviens encore que j'investissais dans certaines formations qui étaient normalement pour les praticiens. Alors, je me souviens encore d'un tour de table dans une formation à Toronto où est-ce que tout le monde se présente, là, dans un espèce de mentorat d'un week-end que tu paies quelques milliers de dollars, là, puis c'était tout comme des naturopathes, des médecins, des chiros. Puis là, il arrive à moi, je suis représentant en vente, je vends de la publicité, fait que, tout le monde te regarde en leur dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » Je suis curieux, ça me tente d'apprendre, puis, fait que, bref, c'était ça un peu, donc je le savais que je n'étais pas faire ça un jour, mais je ne le savais pas quand, puis dans le fond, c'était par peur, c'était par crainte que je ne me lançais pas, d'être à son propre compte, etc.
Mais c'est ça. Donc, je vendais de la publicité. Je me suis promené un petit peu partout. J'ai fait des journaux, de la radio, etc. Donc, représentant en vente pour publicitaire. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, un vendredi, je ferme mon laptop en disant « OK, là, je suis tanné ». J'avais tendance à changer d'emploi en emploi, comme pour renouveler une espèce de nouveauté, là, en sachant que ça ne me nourrissait pas. Puis là, quand tu essaies de faire le minimum, que ça fonctionne plus ou moins, que tu es brûlé après travailler 20 heures par semaine, que tu es juste out au vendredi à tes vacances, que tu as le blues du dimanche, le blues du lundi. Je le savais que ça ne me convenait déjà pas. Jusqu'à temps que je sois tanné. Donc, c'est pas comme « Oh, tu as eu le courage de faire le saut ». Non, non, non. C'était pas mal ça. Fait que, par contre, ça a été un peu mal fait, là, c'est-à-dire que je ne l'avais pas nécessairement prévu, je n'avais pas de plan B, je n'avais pas de travail sur mes choses. Donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain à dire « Bon, ben là, il faudrait que je coach des gens un peu là, si je veux rentrer quelques revenus, parce que là, j'ai plus d'emploi. » Fait que bref, ça a commencé comme ça. Et là, j'ai découvert la philosophie en arrière de la naturopathie, j'ai pris des cours là-dedans, je me suis perfectionné, etc. Fait que c'est ce qui a fait ce changement-là, puis où est-ce que je suis aujourd'hui. Que je pourrais dire que plus jamais j'ai connu un blues du dimanche ou un blues du lundi. Bien sûr, tout le monde, à un moment donné, si on a un peu trop de travail, on vient un peu... donc, on peut se brûler à faire quelque chose qu'on aime. Ça a failli m'arriver aussi parce que à un moment donné, j'avais une curiosité qui était... Puis ça me rendait fou de savoir qu'il y avait des détails que je ne comprenais pas jusqu'à temps que je catch qu'il n'y avait pas de bout à ça, qu'on avait affaire à des systèmes complexes, puis qu'à un moment donné, je devais comme décrocher de ça, au lieu de faire ça littéralement, genre 100 heures par semaine. Donc, soit je m'entraînais un peu, ou soit je faisais ça. Ça fait que tout le reste de la vie avait pris le bord et tout ça. En même temps, probablement qu'il fallait que je passe par là, pour comprendre certaines choses, puis comprendre ces choses-là. C'est encore en dedans aujourd'hui, ça. J'ai encore des difficultés avec ça, mais c'est beaucoup plus doux, disons. Là-dedans. Mais c'est juste pour dire que ça, c'est... je ne suis pas certain que ça existe un X dans la vie, mais admettons que ça existait un X dans la vie. Probablement que c'est celui-là, mon X, puis que je suis venu ici pour coacher les gens là-dedans. Mais bon, fait que c'est ça qui m'a amené ici. Fait que maintenant, j'ai une pratique en one-on-one. J'essaie d'aider les gens. Je fais des podcasts comme celui-ci, où que je suis capable d'avoir l'opportunité de partager mon message, la bonne nouvelle. Notre message, on pense toujours que c'est le bon message en passant. Fait que c'est toujours une bonne idée de partager le nôtre. Sinon, c'est pas ça qu'on croirait, j'imagine, si on pensait que c'était pas le bon message à partager. Fait que je suis conscient de ça, mais bon, c'est ça qui m'amène aujourd'hui. Oui, mais j'aime ça, Danick, que tu amènes le fait que au début, tu essayais de tout savoir puis tout comprendre, puis c'était tellement complexe, puis ça t'a amené à te poser des questions aussi, peut-être sur le choix que tu as fait. Je ne sais pas si ça a passé là, mais de voir que dans ce milieu-là, effectivement, à un moment donné, il faut juste laisser aller puis dire, OK, peut-être que je ne connaîtrai pas tout, mais c'est intéressant de juste... En fait, c'est comme une évolution. On ne va jamais jusqu'au bout, mais c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça qui est captivant, finalement. Parce que c'est infini, en réalité, là. Si on commence à creuser dans quelque chose, comme tu dis, il n'y a pas de fin. C'est un message qu'on partage aussi. Je suis contente de t'entendre le partager toi aussi. Puis, c'est pas quelque chose que je regrette, puis je pourrais dire, je suis long à comprendre parce que ça a été long, ça, tu sais, c'est fait que je donnais des classes de spinning à l'époque qui étaient normalement pour le plaisir, là, après que j'avais fini mon emploi de représentant, fait que j'allais pour le fun le soir, le week-end, augmenter mes classes de spinning parce qu'il y a un petit revenu qui vient avec ça. Bien sûr, on ne faisait pas ça gratuit, là. Fait que, mais j'en faisais beaucoup trop. Donc, du 15 heures par semaine environ de spinning intense. Puis après ça, j'ai essayé de développer ça, tu sais, puis ça m'a pris au moins 5 ans à comprendre. Il n'est pas tout à fait intégré encore, pas tout à fait compris, mais au moins, je me lève plus à 3 heures du matin pour juste ressortir mes feuilles, faire des barbeaux, puis si on prend-tu, puis bon. Fait que, ou d'avoir des grandes piles d'études ou de textbooks
que j'avais l'impression que je devais connaître pour hier, parce que là, j'avais une consultation demain. C'est ça. Fait que, puis en même temps, je pense que c'est ce qui fait que, bien, aujourd'hui, je suis peut-être capable de partager ce que je vais partager aujourd'hui. Bien, c'est à cause de tout ça, mais ça a été long à comprendre. Super. Puis c'est pas tout à fait compris encore. Correct, on est tous dans des chemins sur différents thèmes, mais c'est bon que tu aies celui-là. Je pense que ça fait que tu vas vraiment bien vulgariser certaines informations qu'on n'est pas tous appelés, nous, à aller creuser autant que toi, tu le fais ou que tu peux le faire. Tant mieux. On avait, ce que Vicky et moi, on avait trouvé dans notre première discussion qu'on a eue ensemble, la première fois qu'on s'est rencontrés pour parler du podcast. Ce qu'on a aimé, c'est vraiment la façon que tu trouvais toujours le bon côté dans chaque approche, tant la médecine traditionnelle, tant la médecine fonctionnelle, puis la santé holistique. Fait que tu diabolisais pas une approche, tu avais vraiment un discours plutôt nuancé. Fait qu'on a vraiment aimé ça, cette partie-là, puis j'aimerais ça si tu veux parler davantage de cet aspect-là. Mais oui, je peux en parler. Donc, l'humain, dans son évolution, a évolué en faisant partie de clans. Puis c'était important d'être dans un clan parce que si on était exclu de notre clan, ça voulait plus ou moins dire la mort. Et donc, souvent, notre clan était bien sûr en affrontement ou en guerre avec d'autres types de clans pour certaines ressources et tout. Donc, c'était des temps difficiles. Fait que on a encore le même corps aujourd'hui, le même système nerveux qui réagit de la même façon. Puis, on va le voir partout. Donc, on va avoir tendance à s'identifier à un certain clan à cause de ça. Ça nous fait sentir bien, ça nous fait sentir en sécurité. En même temps, ça simplifie les choses parce que mon clan voit la vie comme ça. Donc, j'ai plus besoin de me poser la question, voir si c'est vraiment ça, tu comprends-tu? C'est ma gang. Puis en plus, je ne suis pas tout seul, tu sais, fait qu'on est une gang, on pense de même. Puis vu que nous, on pense de même, bien, ceux qui sont ici, tu comprends-tu, puis ils pensent différent, bien, eux, c'est les méchants, fait que nous, on est en guerre. Fait que c'est la même chose de tribus, de chasseurs-cueilleurs, à des niveaux de conscience qui sont habituellement plus ou moins bas. Là, si on est capable de prendre du recul, troisième personne, quatrième personne en arrière, on va voir qu'il y a certaines façons de penser qui sont peut-être que j'adhère moins, mais qui ont une partie de vrai là-dedans, puis qui avaient leur utilité peut-être, puis peut-être que maintenant le modèle a vieilli, a mal vieilli, et tout ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'on jette tout avec le bébé avec l'eau du bain, mais qu'on est capable de prendre qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, puis selon ce qu'on veut. Quand on comprend le portrait global, on est capable d'avoir différentes dimensions, puis de combiner ça ensemble selon la personne qu'on a en avant de nous et tout ça. Fait que c'est peut-être un peu pour ça. Bien sûr, en étant naturopathe, j'ai une vision des biais qui sont naturopathiques, puis j'essaie d'en tenir compte quand je pense à mes choses, puis j'essaie de m'invalider moi-même. Fait que quand je crée quelque chose, j'essaie de me débattre ou de prendre l'idée de l'autre côté. C'est un concept, en anglais, on appelle ça du sense-making. Il n'y a pas beaucoup un bon mot. En français, j'en ai jamais trouvé un, mais capacité de faire sens un peu. Donc, c'est de voir l'ensemble des perspectives, de voir qu'est-ce qu'il y a de bon, moins bon là-dedans, pourquoi moi je suis plus d'un côté, c'est quoi les valeurs qui sont attachées à ça, les niveaux de conscience sont attachés à ça. Puis là, on a un portrait un peu plus global, en sachant que, bien sûr, tout le monde a des biais, ça fait partie de la nature humaine, puis on ne peut pas les enlever, mais on pourrait essayer de les voir un petit peu plus, puis c'est dans ce temps-là qu'on voit un petit peu plus les différentes approches, puis les bons, les moins bons côtés. Fait que c'est ça, ça fait quelque chose de plus doux aussi, je pense, juste pour nous autres, pour la vie, parce qu'on n'est pas toujours juste dans le combat. Ceci dit, au début, là, en 2013, où j'ai parti ma page Facebook là, autour de 2016, après 2015, si vous remontez, tout est encore là, hein, si on scroll jusqu'à 2016, vous allez voir la différence du ton aussi, fait que beaucoup plus direct dans le combat. On voit quand même l'évolution de ta pensée là-dedans. Là, c'est pas comme. Puis j'espère que dans 10 ans, je vais scroller jusqu'à 2025 je vais faire comme Oh my God. J'espère, mais c'est ça. Fait que, bref, on était sûr de nos affaires dans ce temps-là. Aujourd'hui, il y a quelques affaires, bien sûr, qui sont la même chose, d'autres qui ont changé un peu. Fait que tu fais comme pourquoi ça ne changerait pas dans 10 ans? Puis
qu'est-ce qu'il dit que celui dans lequel je ne suis pas d'accord, mettons, dans 10 ans, c'est son point de vue que je vais voir. Finalement, c'était lui qui était en avance, mais je n'étais juste pas au courant parce que je ne le voyais pas. C'est difficile de voir ou de savoir ce qu'on ne sait pas ou de voir en avant de nous. Donc, on est tous capables de voir en arrière. On pense toujours qu'on... Bref, c'est ça, fait que c'est un peu ça, je dirais. Puis, si je reviens avec mon... ce qui est capable d'agrandir un peu la vision, c'est mon slogan « On ne peut pas négocier avec la nature », puis qui en a parlé, l'a mentionné tantôt. Mais ça peut être très complexe de connaître « On ne peut pas négocier avec la nature », mais à la base, à un moment donné, j'ai essayé de prendre du recul puis de dire « OK, pourquoi des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas là-dedans? » Puisque j'étais obsédé au début par les résultats des clients que souvent on ne contrôle pas. Hein, puis vous êtes bien au courant de ça. Là, c'est comme nous, notre job, c'est facile. C'est comme on évalue, on propose. C'est comme eux autres, ils vont faire la job à la maison. Puis quand on vient nous voir, bien sûr, ça vient avec certains devoirs. Il faut se forcer. Puis bon, il faut affronter certaines sensations. Il faut faire des affaires qui ne sont pas dans nos habitudes. Puis qui apportent un peu moins de plaisir, peut-être, dans le but de. Puis on transforme ça tranquillement. Mais tout ça pour dire que. C'est ça, j'étais fasciné par ça, puis j'essaie de tout tester dans la vraie vie. Fait que des fois, tu lis une belle étude, tu fais comme la curcumine, là, c'est toutes tes études in vitro, là, tu fais comme OK, ça règle tout. Fait que d'un coup, tu l'essaies dans la vraie vie, tu fais comme ça marche pas bien. Fait que tu fais comme c'est quoi que je comprends pas, là, c'est ça qui me rend fou un peu. Mais à un moment donné, j'ai comme pris du recul, puis je suis tombé sur certaines informations des niveaux d'organisation. Fait que il expliquait, puis c'est en biologie, là, c'est bien simple, mais les niveaux d'organisation, ils disent la plus petite unité de vie, là, c'est l'atome. Ça, on apprend ça à la petite école, fait qu'à partir des atomes, là, ceci dit, aujourd'hui, il y a des quarks, puis on a été capable de diviser des atomes, là, mais mettons, quand moi, j'étais au primaire, c'était l'atome, la plus petite affaire. Fait que, bon, avec l'atome, on fait des molécules avec ça. Avec des molécules, on fait des macromolécules, comme des protéines, par exemple. Des phospholipides, etc. Puis, bon, avec des macromolécules, on fait des organelles. Des organelles, c'est comme des meubles à l'intérieur de nos cellules. Des meubles qui ont un rôle à jouer à l'intérieur de la maison, qui est la petite cellule, si on veut. Fait que, puis après ça, on prend un bon nombre de meubles, d'organelles, râpés d'une membrane de phospholipides, puis on a une cellule. Puis la cellule, c'est la plus petite unité de vie. C'est-à-dire qu'on est capable de la prendre, puis la mettre à côté, puis elle va continuer à vivre. Donc, elle respire. Pas longtemps, mais elle vit quand même. Donc, il y a un système complet là-dedans qui est capable de produire sa propre énergie et tout ça. Bien sûr, ça manque de communication avec le reste. Elle n'aura pas de raison, puis ça ne durera pas. Puis ce qui drive la petite cellule, c'est les mitochondries, c'est des petits bidules, c'est comme des petits fours à l'intérieur de nos cellules. C'est de là qu'on transforme l'énergie qui vient du soleil, qui est absorbée par les plantes, photosynthèse, etc., les animaux le mangent, tout ça. Bon. Il y a toute la chaîne. Ça rentre dans nos mitochondries, c'est transformé, chaîne de transport des électrons, etc., puis ça sort de l'ATP au bout avec de l'eau. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on produit de l'énergie à l'intérieur de nos cellules à partir de et ça, c'est la plus petite unité de vie. À partir de ça, on fait des organes. Avec des organes, on fait des systèmes endocriniens, système digestif, etc. On wrap ça d'une membrane de peau, puis ça fait un humain. Ensuite de ça, des humains ensemble, ça fait des collectivités, puis des collectivités ensemble, ça fait une planète. Donc, si on veut une planète en santé, on a besoin des collectivités en santé. Pour avoir des collectivités en santé, on a besoin des humains en santé. Pour avoir des humains en santé, il faut que leur système soit en santé. Pour que leur système soit en santé, il faut que les organes qui composent les systèmes soient en santé. Pour des organes en santé, on a besoin des tissus, et les tissus sont formés de cellules. Et ce qui drive la cellule, s'il n'y a pas d'ATP, il n'y a rien qui drive la cellule. C'est l'énergie. À l'intérieur, c'est les mitochondries. Fait que là, je fais comme, OK, tout part des mitochondries. C'est ça qu'on va dire, on ne peut pas négocier avec la nature, c'est qu'on est interconnecté, on fait partie de la nature, comme tu l'as dit, mais en même temps, tout est en forme de haut long, qu'on dit, donc en étapes, donc atomes, molécules, macromolécules, organelles, cellules, ensuite de ça, jusqu'à planète, et tout ça, c'est interconnecté, puis c'est pas divisé. Nous, on a tendance à penser justement comme c'est nous contre eux, c'est nous contre la nature, c'est les bactéries, les virus, tu comprends-tu, c'est des ennemis, on devrait abattre ça, etc. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la compétition, hein, puis des choses, bien sûr, la nature est elle peut être assez violente et tout ça, impitoyable, mais on ne parlait pas de ça. Donc, à partir que j'ai vu ça, j'ai fait comme, OK, voici le centre de tout part des mitochondries, bien sûr, puis il y a un paquet d'affaires qui peut affecter les mitochondries après ça, puis
on peut en parler à peu près jusqu'à demain matin et c'est différent d'une personne à l'autre. Mais en même temps, plus tu comprends ça, après ça, puis que tu vois que la planète Terre, finalement, ça n'arrête pas là, que, tu comprends-tu, elle tourne autour du Soleil, etc. Puis bon, il y a d'autres choses. Fait que là, tu fais comme, pour bien comprendre tout ça, donc la santé de la planète est linkée avec la santé des humains, puis la santé des humains est linkée avec celle de la planète, c'est pas séparé. Fait que c'est pas juste comme, il y a des changements climatiques, fait que c'est la faute du CO2, donc on va enlever le CO2. Non. Fait que c'est plus compliqué que ça. Fait que tout est interconnecté comme je viens de le mentionner. Donc, donnez-moi 2 secondes. Fait que, donc, c'est ça. Fait que tout est interconnecté. Fait que là, je me suis dit, pour bien comprendre, ça prend autant une vision à 30 000 pieds dans les airs, c'est-à-dire le plus global possible, parce que là, on vient de voir que tout est interconnecté là-dedans. En même temps, pour bien comprendre ce qui drive la cellule, l'ATP et tout ça, c'est vraiment petit, ça. Ça fait que c'est microscopique. Fait qu'une cellule, on ne va pas à l'œil nu. Puis, à l'intérieur d'une cellule, il peut y avoir 4000 mitochondries qui ont 1500 chaînes de transport des électrons chacune. Fait que c'est plus que microscopique. Ça veut dire que tu fais comme pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, il faut que tu sois capable de comprendre le micro, mais qui soit en lien avec le macro le plus à 30 000 pieds possible dans les airs. Puis c'est ça qui crée une compréhension globale. Puis si on reste trop dans le milieu, puis on ne comprend pas assez de détails, mais on n'a pas assez une vue globale quand c'est le temps, c'est là qu'on a peut-être des visions qui sont partielles à ce moment-là. C'est comme si celui qui regarde l'éléphant par en arrière, il va dire « OK, tu comprends-tu, il y a une genre de grande corde là, avec 2 grosses affaires. » Fait que celui qui est en avant, il va faire comme il y a un gros boyau, tu sais, puis bon. Fait que bref, mais c'est le même éléphant un peu, mais avec des visions différentes. Fait qu'il faut comprendre l'éléphant de l'intérieur, mais aussi à le voir au complet de l'extérieur. Puis c'est pour ça qu'après ça, dans médecine traditionnelle, médecine fonctionnelle, médecine holistique, bon, et tout ça, on voit des vues partielles, puis on est capable de prendre leur point de vue. Fait qu'on se met en arrière de l'éléphant, puis on fait, ben oui, c'est ça, il voit une queue avec 2 fesses. C'est pour ça que là, lui, sa solution, tu comprends-tu, c'est ça. Fait que c'est pas comme, lui, c'est un pas bon qui n'a pas compris, c'est comme, voici ça, puis il y a une valeur là-dedans, puis bon, c'est peut-être pas la vision complète, puis tu comprends-tu, on devrait peut-être pousser ça, puis à un moment donné, peut-être je vais tout défaire ce modèle-là, puis là, je vais faire comme non. Pour l'instant, ça me semble pas pire, mais ça, c'est juste mes conclusions à moi. Fait que, bref, pour répondre à ta question, c'était ça. Fait que c'est mon slogan qui m'a amené au niveau d'organisation, que je n'ai pas inventé, bien sûr, que j'ai lu à quelque part, puis là, ça m'a fait comprendre ça. Fait que là, je me suis dit, oh my God, 30 000 pieds. Petit détail. Puis là, après ça, quand on voit ça, on est capable de voir qu'est-ce qui manque un peu dans les autres visions, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai aussi là-dedans et pourquoi ils pensent comme ça selon leur point de vue. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, ça fait que c'est plus doux un peu, même pour nous, parce qu'on n'est pas dans le combat ou dans l'affrontement tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas de temps en temps, bien sûr. On reste des humains avec nos billets, puis des fois, on aimerait ça que ce soit mieux, tu sais, fait qu'on se fâche un peu, mais c'est ça. Clairement, on a tous nos systèmes de croyances. Tu sais, quand même, là, on dit défaire les croyances limitantes, mais il y en a certaines qu'on choisit de garder, tu sais, peut-être avec plus de conscience à un moment dans notre évolution. Mais ouais, ça reste que ça va toujours être humain de se positionner quand même d'un côté ou de l'autre. Puis je trouve que ça prend beaucoup d'humilité aussi de se voir dans toutes les approches aussi, peu importe celle qu'on choisit d'être, quel clan qu'on choisit d'être, mais de se voir justement un petit peu plus, tu sais, on peut se reculer puis voir l'ensemble de tout ça, comme tu dis, puis de dire, c'est important aussi d'avoir cette humilité-là, de dire, ah, OK, je ne l'avais pas vu comme ça, cette façon-là de voir, je ne l'avais pas vu comme ça, puis en tout cas, pour moi, je trouve ça important. Puis je trouve que là, comment tu parlais, ben, je voyais beaucoup d'humilité en toi. Oui, c'est vrai. Merci. On a eu une discussion justement avant le podcast, puis on parlait de bonne information, mauvaise information, là, un peu en lien avec ce qu'on vient juste de dire, information d'un clan X, Y, Z. À ton avis, comment on fait pour discerner une bonne ou une mauvaise information? Dans cette mare d'informations-là, on est sur les réseaux sociaux, on sait en plus que l'algorithme renforce qu'est-ce qu'on regarde déjà, fait que ça nous met encore plus dans un clan X,
Y ou Z, selon qu'est-ce qu'on consomme comme contenu. Comment on fait, à ton avis? Ça serait quoi ta réponse à ça? C'est une grosse question, je sais. Oui. J'ai déjà fait sur ma page un ou deux articles sur ce sujet-là ou sur mon infolette peut-être. Probablement que ce n'était pas complet. Je vais essayer de faire un meilleur portrait ici, mais la vraie réponse, mettons, on fait une réponse courte, c'est on ne peut pas le savoir. Fait qu'on ne peut pas le savoir. Fait que ça, c'est la vraie réponse. Par contre, on peut avoir des indices pour essayer de s'approcher du fait que peut-être que ça pourrait être ça, mais on ne saura pas. Fait que le but là-dedans, c'est d'explorer et d'arrêter de chercher des certitudes. Fait que nous, on cherche des certitudes, j'appelle ça, c'est de l'inquiétude, c'est des anxiétés, nous, on veut que ce soit noir ou blanc parce que sinon, c'est flou, c'est peut-être dangereux. Dans notre évolution, c'était ça. Fait que on veut, c'est comme, y a-t-il un serpent dans le buisson ou il n'y en a pas de serpent parce que là, ma vie est en danger, mettons ça. Fait qu'on veut des certitudes. Puis aussi, des certitudes, non seulement c'est épeurant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière, fait qu'on recherche ça, mais aussi, c'est plus de troubles. Puis si notre cerveau, il y a déjà une réponse qui peut essayer de dire, bon, voici un dossier de régler. Voici la réponse, clac, je mets ça dans le tiroir, c'est comme, j'ai plus besoin de m'en occuper. Notre système nerveux, qu'est-ce qu'il veut? C'est nous garder en vie pour se reproduire. Fait que s'il peut simplifier les affaires, lui, il va simplifier ça au maximum. Fait qu'il faut savoir que notre cerveau fonctionne de même, que lui, ça lui tente d'avoir des certitudes, que ça lui tente de se battre en clan, puis qu'il va vouloir confirmer ses billets au lieu de voir l'information contraire, qu'il y a peut-être une partie de vrai aussi là-dedans. Fait que, donc, il fait ça automatique. Fait que ça, c'est la première affaire, c'est de savoir, on ne peut pas le savoir. Fait que méfiez-vous quand je vous parle. Je ne sais pas qu'est-ce que je dis. Puis, méfiez-vous quand vous voyez tout ça. C'est des visions partielles selon les lunettes de la personne. On a toutes des lunettes à lesquelles on voit la vie selon notre passé, où est-ce qu'on est, etc. et tout ça. Et donc, toute information est filtrée par rapport à ça. Mais bien sûr, on invente à peu près rien. Donc, nous, on fait une synthèse de qu'est-ce qui nous apparaît cool. Mais qu'est-ce qui nous apparaît cool est peut-être biaisé un peu selon ce que nous, on croit, selon nos valeurs, etc., du moment qui vont peut-être changer dans le temps. Fait qu'il faut toujours être conscient de ça. Ensuite de ça, il y a un facteur qu'on appelle la courbe de Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ça dit que c'est des études, bien sûr, Dunning et Kruger, c'est leur nom. Fait que c'est-à-dire, lorsqu'on connaît un sujet au début, on pense qu'on le connaît, là, finalement. Fait que, tu sais, je lis un livre ou je lis 4 articles scientifiques sur ça, puis là, je fais comme, je viens de le comprendre. Ça fait tout du sens ici, puis là, c'est de même. Fait que là, on a beaucoup de confiance. Là, ils disent, plus on est au début de l'apprentissage d'un sujet, plus il y a de la confiance. Donc, la confiance, elle vient très élevée. À mesure qu'on approfondit, là, on fait comme, OK, attends un peu, c'est un peu plus compliqué que je pensais. Là. Puis à un moment donné, on pogne le bas de la courbe. La courbe fait ça de même, puis après ça fait ça de même. Fait que dans le bas de la courbe, on fait comme ça y est, je ne comprendrai jamais rien. Fait que, puis après ça, ça remonte un peu. Et souvent, celui qui est sa pente montante un peu, il va tout dire des affaires du genre « c'est compliqué, je ne sais pas trop, comment je t'expliquerais bien ça ». Il y a moins de certitude. Celui qui est sûr de sa shot, puis peut-être qu'il y a vrai, mais peut-être qu'il n'y a pas vrai, c'est juste qu'il est au début, mais peut-être qu'il a visé dans le mille puis il est super intelligent, mais il y a beaucoup de certitude par rapport à ça. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'il manque des bouts aussi. Mais lui, sur les réseaux sociaux, ça va pogner beaucoup parce qu'il va parler en absolu, il va parler « voici le secret, j'ai découvert la vérité, c'est moi qui ai ça, tout ça ». Et ça va attirer l'attention parce que c'est comme de la dopamine. Celui qui fait comme « oh, c'est compliqué, je ne sais pas trop quoi dire », ça pogne vraiment pas vraiment. Par contre, si on est capable de creuser là-dedans, mettons, on va voir que, OK, il y a plus de pépites là-dedans. En même temps, des fois, c'est moins précis un peu, fait que c'est moins attirant pour nous autres. Ça veut dire que quand on regarde ces réseaux sociaux, on veut regarder si quelqu'un parle en certitude, s'il parle en termes absolus, s'il parle toujours de lui ou d'elle ou de j'ai un client, comprends-tu, qui est arrivé ça, donc ça va arriver ça pour toi. Donc, quelqu'un qui fait des appels à l'autorité ou des sauts logiques. On va voir les appels à l'autorité tout le temps dans les médias. Les experts ont dit.
Nos experts se sont prononcés. La santé publique a dit ça. Ça ne veut rien dire, ça. C'est des appels à l'autorité qui ont zéro valeur. Fait que, et ça ne veut pas dire que c'est tout en faux. Ça veut juste dire que ça, ce n'est pas une raison de dire que ça, on comprend le sujet. Fait que, bien sûr, donc, on regarde ça. Ensuite de ça, j'ai une espèce de... Les réseaux sociaux, c'est fait pour capter notre attention. Il y a des algorithmes en arrière de ça et tout. Puis, ceux qui captent l'attention habituellement ont des messages un peu plus début de courbe Dunning-Kruger, comme je viens de dire. Et donc, ce n'est pas un bon endroit pour s'informer. C'est un endroit, si on veut, pour se divertir. Moi, je pense que ça vole notre attention, etc. On ne devrait pas trop y être. Ceci dit, c'est là que je partage mon information. Mais j'ai pensé plusieurs fois, depuis 12 ans, à tout fermer ça. Puis j'ai pensé à 2 poils, puis il y a des gens qui m'empêchaient de dire « Non, fais pas ça. Tu as comme une couple de followers, tu pourrais peut-être avoir besoin de ça, fais pas ça. » Parce que des fois, j'allais fermer ça. Mais tout ça pour dire que les réseaux sociaux, c'est pas un bonheur. On peut se divertir ces réseaux sociaux, mais c'est pas là qu'on apprend. C'est trop n'importe quoi. C'est trop des petits bouts. Il n'y a pas assez d'explications. Ça va trop mêler. Puis c'est pour ça que les gens sont mêlés. La deuxième, c'est dans les livres. Ça, c'est un peu mieux. Fait que là, on prend une coche de plus. Mais au moins, dans les livres, il y a plus de pages, il y a plus de développement. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit, mettons, pour lui, puis c'est un peu n'importe quoi, puis c'est une espèce d'aimant client pour vendre autre chose. Mais des fois, c'est des bons livres et ça représente pas mal la vie de l'auteur qu'on achète pour 25$. Ça, c'est pas mal hot. Fait que déjà, il y a beaucoup plus de sagesse dans un livre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. En fait, dans les réseaux sociaux, il y en a zéro ou à peu près zéro. Fait que ça donne une idée, un portrait, puis ça divertit. Ensuite de ça, il y a dans les études scientifiques, ce serait l'autre step d'après. Mais là, c'est plate à lire. Puis là, faut-tu comprendre, des fois, c'est compliqué. Puis là, il y a de la biologie là-dedans, puis tout. Bon. Mais des fois, c'est très bien écrit, puis c'est assez simple et tout ça, puis qu'il y a des affaires de fun. Presque personne veut faire ça ou lit ça parce que c'est plate. Puis c'est pas non plus la panacée. Fait que la plupart des études sont mal conçues. Les résultats ne sont pas réplicables. Ils ont été influencés par whatever, celui qui a fourni l'argent pour l'étude des fois, ou du moins on ne peut pas le savoir si ça a été le cas. Fait que c'est très flou, très incomplet, mais des fois c'est un petit peu mieux que les livres ou à peu près comme ça, puisqu'on peut faire notre propre synthèse, tandis que dans le livre, c'est l'auteur qui te propose sa synthèse. On pourrait le prendre comme ça aussi. Fait que ça, c'est un peu la hiérarchie. En sachant que livre et études, ce n'est pas des synthèses complètes, nécessairement. C'est à nous de prendre cette information-là puis de le synthétiser avec d'autres choses pour essayer d'approcher à peu près de ce qu'on pense actuellement, en sachant que ça va évoluer dans le temps. On espère, comme je disais tantôt, dans 10 ans, j'espère qu'on va tout détruire ça puis on va faire d'autres choses. Fait que, puis pourquoi que c'est comme ça, c'est que c'est ça qui m'a aidé à m'amener à comprendre qu'il y a une différence entre les systèmes complexes et des systèmes compliqués. Fait que un système compliqué, c'est comme une montre suisse, par exemple. Mais une fois qu'on comprend la montre suisse, elle est très compliquée, là. Une maison, c'est compliqué. Mais une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on est capable de faire un autre montre suisse qui est aussi précis que l'autre d'avant, parce que c'est le même mécanisme, c'est les mêmes pièces, etc., à mancher dans la même affaire. Puis si on paye sur le bouton « Go », ça se met à rouler, puis là, ça n'arrête plus, puis c'est très précis et on est capable de prédire que dans une seconde, ça va avancer d'une seconde, dans une autre seconde, ça va avancer d'une autre seconde. Donc, c'est prévisible, mais c'est compliqué. Une maison, une montre suisse, etc. Un système complexe, c'est qu'il y a trop de variables qui arrivent en même temps qui sont imprévisibles et la biologie, c'est ça. Fait que, puis donc, on ne peut jamais comprendre complètement un système complexe parce qu'il va évoluer avec son environnement, etc., parce qu'il est complexe. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul, puis c'est pour ça que je dis, bon, on ne peut pas le savoir parce qu'on a affaire à un système complexe. Fait que c'est comme, la réponse, c'est toujours, ça dépend. Non, ça dépend de toi, ça dépend de ton environnement, ça dépend de ton historique. C'est tout le temps ça la réponse. Mais ça dépend, ces réseaux sociaux, ça ne prend pas bien. Tu ne vas pas avoir plein de likes, tu ne vas pas être partagé, tu ne seras pas populaire, tu ne seras pas la vedette des réseaux sociaux. Donc, mais si tu polarises, si tu es soit vegan ou carnivore, par exemple, ça attire l'attention parce que là, tu es dans les extrêmes. C'est la même chose en politique. Tu es dans les extrêmes, ça attire l'attention. Tu es modéré dans le milieu, tu es un plate dans la vie. Là, fait que, puis on va là pour se divertir. Fait que là,
on veut ce qui sort de l'ordinaire un peu. On le voit que c'est ça, tu sais. Fait que, donc, on est en faire un système complexe. Ça veut dire qu'il faut avoir de la sagesse là-dedans de dire, OK, c'est différent tout le temps. C'est Anicca, là, en méditation, en bouddhisme, la loi de l'impermanence, tout est impermanent tout le temps. Fait que c'est un peu ça. Ça représente un système complexe parce qu'on a 30 000 à 40 000 milliards de cellules qui se coordonnent 24 heures sur 24, qu'on ne voit pas à l'œil nu, tellement que c'est petit, qui coordonnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui fait qu'aujourd'hui, on va prendre à peu près 23 000 respirations, puis notre cœur va battre 100 000 fois, sans jamais qu'on fasse rien pour ça, qui arrive automatiquement, etc. Aujourd'hui, des milliards de cellules vont mourir, vont être remplacées par des nouvelles cellules, par notre corps, puis ils vont faire ça eux-mêmes. Ils vont dire, OK, je suis un peu vieille, je suis défectueux, je me suicide moi-même pour le bien du tout. Ils vont être remplacés, etc., puis on n'a rien à faire là-dedans. Fait que, donc, de penser qu'on comprend ça, là, ah ouais, là, c'est parce que ça te prend d'AB12 là, pour cette voie métabolique-là. Ouais, peut-être. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, on pensait que Pluton, c'était une planète. Tu sais. Finalement, Pluton, c'est pas une planète. Je ne sais pas, moi, à l'école, Pluton, c'était une planète. Ou on pensait que peu importe, la Terre était plate ou la Terre tournait autour du Soleil, le Soleil tournait autour de la Terre, là, tu sais, la Terre était au centre, etc. Puis on pouvait se faire prendre, mettons, pour penser ce genre de choses-là. Fait que bref, c'est extrêmement complexe. Fait que il y a une hiérarchie là-dedans. Puis on ne peut pas vraiment le savoir. Ça veut dire que tout devient une potentielle information qu'on devrait mettre dans un serroir à dire, à valider, checker, contre-vérifier avec d'autres choses qui feraient peut-être partie de la réponse globale. Mais ça, c'est des incertitudes. Donc, c'est être confortable avec le fait de ne pas savoir, puis que tout est flou, puis d'essayer de tout mettre en... Mais ça, c'est tough. Puis ça prend du jus de cerveau, comme on dit, puis notre cerveau, il veut pas faire ça. Il veut que ce soit simple. Il veut la réponse. Y a-t-il un serpent dans le buisson ou pas? Je m'avance-tu ou pas? C'est ça qu'il veut faire. Il veut rester en vie et se reproduire. Il veut prendre tous les raccourcis. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut pas tout savoir non plus dans tous les domaines. Et à un moment donné, il faut dire, OK, lui ou elle et lui ou elle me semble faire des bonnes synthèses, des bons sense-making en voyant les deux côtés, ou je prends les meilleurs de ce côté-là et les meilleurs de ce côté-là, puis j'essaie de le faire moi-même pour essayer de tout voir, essayer de valider un petit peu plus. Fait que bref, j'aimerais savoir une meilleure information que ça, mais on ne peut pas le savoir, c'est ça la réponse. Fait que bonne chance, puis on ne prend pas ça sur les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment complet comme réponse, puis... ce que j'aimerais, c'est sûr que là, on est les trois qui travaillent dans la santé. Et pour quelqu'un qui travaille zéro dans la santé, puis que c'est pas son dada, puis qui veut de l'information, puis comment ces personnes-là peuvent se sentir sécures dans l'insécurité finalement, ou de se sentir une certaine, confortable dans l'incertitude pour ces personnes-là qui vraiment, ils n'ont pas nécessairement toutes les connaissances que peut-être on a, nous, en ce moment. Oui. Fait que j'avais jamais vraiment pensé à ça directement. Normalement, ma réponse, c'est celle que j'ai dit avant, mais là, elle est un peu trop complexe. Mais admettons que je voudrais la simplifier, puis je voudrais voir une information qui m'apparaît bonne. Ensuite de ça, je pourrais prendre cette information-là, mais avoir des doutes par rapport à ça, parce que c'est-à-dire, c'est peut-être en lien avec mes valeurs, avec mes croyances, mes biais aussi, pourquoi que je pense que ça, c'est de la bonne information, puis je vais essayer de valider. Aujourd'hui, pas tout le monde, mais ça s'en vient quand même. Presque tout le monde a taponné un petit peu au moins une fois avec ChatGPT ou un autre, là, que ce soit Claude, Gemini, il y en a un petit peu partout maintenant, des Large Language Models, donc une intelligence artificielle là, qui fait juste une prédiction du prochain mot. Puis, lui a accès à une base de données qui est beaucoup plus grande que nous, qui peut nous aider dans ce sense-making-là. Ça veut dire qu'on pourrait y présenter l'information, mettons, à lui, copier-coller, clic, puis de dire ça m'apparaît vrai, bien et tout. Mais peut-être que c'est à cause de mes biais, etc. Puis c'est l'algorithme qui me pousse ça parce qu'il sait que j'aime ça. Donc, pour
capter mon attention puis que je reste sur le site, il m'a envoyé ça. Mais même si je sais ça, ça m'apparaît cool. Dis-moi si je me trompe ou pas, puis ce serait quoi les autres perspectives qui sont, ou une autre perspective qui aurait de la vérité dedans aussi, mais qui est différente de celle-là. Puis si tu me fais le meilleur sense-making possible avec l'information qu'il y a, qu'est-ce qui est vrai, semi-vrai, ou peut-être potentiellement faux là-dedans et pourquoi? Puis là, tu vas voir sa réponse. Puis après ça, tu dis, c'est qui pense l'inverse de lui? Puis que c'est le meilleur au monde qui pense l'inverse de lui, c'est qui? Et il va te le dire. Puis là, tu peux aller chercher un livre sur lui, mettons, puis le lire. Tu comprends-tu? C'est sa philosophie. Puis là, de voir, ah non, il fait l'erreur, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur. Après ça, c'est peut-être moi qui pense que c'est une erreur, puis finalement, c'est pas une erreur, mais peut-être que oui aussi. Fait que là, tu fais comme non, sais-tu quoi? Mon feeling, il était bon. Check ça, lui, il fait ces erreurs-là. Fait que, bon, fait que je le ferai un peu comme ça. C'est ça, puis j'essaierai donc de valider mon information puis d'essayer d'aller voir des points de vue différents en lien avec ce que j'essaie de rechercher. Puis à un moment donné, il y a une espèce de confiance qui s'installe, c'est-à-dire que tu te dis, ben moi, à un moment donné, là, j'ai vérifié les informations de Vicky, là, tu comprends-tu, puis avec ChatGPT, puis c'était pas mal ça. Après ça, j'ai été voir les autres affaires, puis j'ai fait comme, tu sais quoi? C'était pas mal ça à coche Vicky. Puis là, à un moment donné, ça fait 5 fois Vicky, c'est comme tout le temps pas mal bon, là, quand j'essaie de vérifier. Encore là, ça ne veut pas dire que ma vérification est bonne et est parfaite, mais de ce que j'essaie au moins d'un peu de vérifier, tu fais comme, OK, finalement, maintenant, je vais arrêter de tout vérifier. Tu comprends-tu? Qu'est-ce qui vient de Vicky? C'est pas mal, pas pire. Fait que là, je peux en avoir un de même pour la santé, ou plus, 8 ou 12, mais je peux en avoir aussi en politique, je peux en avoir aussi en environnement, je peux en avoir aussi en agriculture, en système économique, whatever. Et là, je bâtis tranquillement à mesure que j'analyse l'information qui arrive à moi, puis que j'essaie de faire des sense-making. Puis là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à cause des large language models qui peuvent nous aider, mais qui ne sont pas parfaits. Des fois, ils hallucinent, puis des patentes de même. Mais je veux dire, ça fait sauver du temps, puis ils sont quand même pas mal bons actuellement. Fait que c'est ça qu'on fait. Puis un moment donné, il y a un peu moins de vérification à faire. Il faut toujours en faire, mais parce qu'à un moment donné, Vicky pourrait se tromper, même s'il y a 5 en 5, mettons, pour l'instant. Mais c'est ça. Fait que, puis à un moment donné, c'est un peu plus, c'est un peu plus complet, c'est un peu plus rapide, parce que là, tu vas faire comme, OK, cette personne-là, je la suis un peu moins, elle, je vais la suivre un peu plus, comprends-tu ça? Donc, j'essaie de m'abreuver au bon endroit. Ça fait-tu du sens ou c'était trop compliqué encore? Non, mais moi, je veux juste ajouter peut-être un élément à tout ça, parce que oui, je trouve que ça fait vraiment du sens d'aller, tu sais, comme explorer différentes sources, voir c'est quoi les opinions contraires, puis tout ça, puis faire une tête, tu sais, puis aussi, je pense qu'il faut apprendre aussi à faire un peu ses recherches puis se faire sa propre opinion. Mais par contre, je pense que la chose la plus importante pour chaque personne qui nous écoute, c'est vraiment d'apprendre à se connecter à soi puis d'apprendre à se connaître soi-même pour explorer ces différentes réponses-là, puis voir qu'est-ce que ça fait pour nous. Parce que c'est vraiment en expérimentant différentes choses aussi, je pense qu'on voit vraiment qu'est-ce qui est bon pour nous. C'est sûr, quand on arrive dans un sujet qu'on ne connaît pas du tout, on a besoin d'aller à l'extérieur pour chercher des informations. On le fait tout, hein, puis on va le faire toute notre vie. Mais je pense qu'une bonne partie du travail, c'est de développer cette connaissance-là de soi, de développer sa solidité intérieure, puis aussi de développer son sens à un moment donné, ton feeling, il arrive plus vite. Ou tu y fais plus confiance. Il n'arrive pas plus vite, mais tu y fais plus confiance. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Ben, tu sais, oui, ben, tu sais, au début, je disais, faut arrêter de chercher des certitudes, puis il faut explorer. Fait que c'est un peu ça. Après ça, on teste. J'ai moins. Fait que c'est un très bon point que tu l'apportes, là, tu sais. Fait que j'ai pas. C'est ça, on teste et on voit pour nous. Puis on peut choisir nos sujets aussi, comme moi, il y a certains sujets que j'aime, fait que ça devient, mais c'est peut-être parce qu'il y a une curiosité qui est présente. Ça, c'est un trait de personnalité, il y en a qui en ont plus que d'autres, mais puis il y en a d'autres affaires qu'on a de moins, mais celle-là un peu plus. Fait que, mais comme moi, la comptabilité puis la mécanique de mon auto, c'est comme, oublie ça. Fait que là,
je fais confiance à ma comptable et à mon mécanicien. D'autres, ça fait clac-clac dans le moteur, arrange ça. Là, puis parle-moi pas c'est quoi les patentes. Puis tout. Selon les experts, ça va faire dans ce cas-là. Exactement. Fait que là, je fais comme, j'en ai trouvé un bon. J'ai l'impression qu'il fait une bonne job et qu'il me charge un prix honnête. Fait que quand il y a un bug, je fais confiance, puis that's it. Fait que je choisis un peu où est-ce que je vais aller là-dedans. On a juste une vie à vivre, hein? Fait que c'est ça. Puis peut-être que je me bloque, hein? Peut-être que je triperais la mécanique automobile, je me mettrais à tout apprendre ça, puis je lâcherais la naturopathie. Ça se peut aussi. Mais comme il y a 24 heures une journée, ouais, on pourrait explorer, puis choisir nos sujets un peu, puis à un moment donné, décider, OK, lui, j'y fais confiance, ou elle, je fais confiance, puis je vais là-dedans, puis je l'essaye pour vrai, si j'ai décidé que je faisais confiance à cette personne-là. Ouais. Oui, parce que la différence de l'auto ou de d'autres facettes de notre vie, je trouve que notre santé, il faut ramener quand même à une des clés qu'on partage, moi et Vicky, c'est la responsabilisation santé. C'est quand même nous, notre corps, notre santé, notre vaisseau. Fait que c'est quand même, je trouve ça quand même très important de s'informer un petit peu plus, puis d'apprendre sur soi, puis d'essayer des choses, puis pour moi, c'est quand même plus important que ma voiture, mais ceci étant dit, c'est important aussi d'avoir un bon mécanicien. Ouais. Puis ça ramène aussi à, on parle de confiance envers les différentes sources d'informations, les personnes qu'on va suivre, mais développer la confiance à l'intelligence de son corps aussi par de l'exploration. Puis là, encore là, je veux quand même nuancer parce que, si tu as un problème de santé qui est quand même grave, je peux comprendre que tu n'es pas tout le temps en mode exploration. Fait que, voilà, à voir comment on va apporter cette réponse-là, rassembler les éléments pour faire une réponse. Yes. On poursuit? Oui, on va poursuivre. On voulait que tu élabores, Danick, sur le mode de vie de nos ancêtres par rapport à ce qu'on vit, les défis qu'on vit au niveau de la santé dans notre dernière décennie, puis peut-être même dans les 3-4 dernières décennies, puis peut-être voir le lien entre justement le mode de vie d'avant et d'aujourd'hui. Bon, fait que c'est de là, de cette histoire-là, puis bien sûr, c'est romancé, c'est hyper simplifié, puis même les anthropologues, les historiens s'obstinent là-dedans, puis ils ont des clans, un peu comme nous, là, comprends-tu, eux autres contre cette gang-là, puis là, bon, ça se bat, la même chose. Fait que c'est un peu flou, tu sais, fait que des fois, il y a encore des découvertes, là, tu sais, historiques qui se sont faites cette année, l'année dernière, puis qui brassent au complet de qu'est-ce qu'on connaît probablement de l'évolution de l'humain, mais mettons, là, on va en romancer une, puis c'est en lien avec mon slogan, là, donc on ne peut pas négocier avec la nature. Ça veut dire que si je l'hypersimplifie, j'aurais tendance à dire, bien sûr, l'humain a évolué 4 à 7 millions d'années, ça fait longtemps. On était des mammifères, hein, fait qu'on vient de l'eau à peu près tout le monde. Fait que du moins les mammifères. Puis bon, une sorte de l'évolution, mais mettons qu'on saute un bout, puis on arrive il y a une certaine époque, on était un peu comme des singes, c'est-à-dire on marchait à 4 pattes, on avait plein de poils, notre intelligence était plus limitée, disons. Jusqu'à temps qu'on se mette à remarquer que si on libérait 2 pattes, si on marchait à 2 pattes, on était capable de cueillir de la nourriture, par exemple, donc on était plus efficace. On a commencé à faire ça à une certaine époque. On a perdu une certaine partie de notre poil qui a permis d'absorber plus de soleil, qui a permis de dégager plus d'énergie, donc on a été capable de grossir le cerveau, d'être plus intelligent, d'inventer des outils. Avec des outils, ça a amélioré notre chasse, donc on a pu manger encore plus, ce qui a fait encore plus grossir le cerveau, etc. Bref, tout ça pour dire qu'on a évolué sur 4 à 7 millions d'années et 99% de notre évolution, c'était une période de chasseurs-cueilleurs, fait qu'on était soit des singes ou des sapiens, puis à un moment donné, il y a un paquet d'évolutions qui sont faites comme ça. Donc, notre système nerveux, exemple, c'est bâti pour répondre un peu plus à des grands stress de courte durée. L'ours arrive à côté de toi, il veut te bouffer pour son lunch, comprends-tu? Fait qu'on ne peut pas fuir notre stress. Il est pas mal là. On va le savoir dans 10 secondes. Hein? Soit il te met à patte dessus, c'est terminé. Fait qu'il y avait moins de stress chronique. Fait que, ceci dit, il y en avait d'autres aussi, tu sais, puis les vies étaient rough, puis ils étaient plus courts, puis
Mais bref, tout ça pour dire que si on enlève ça, ça veut dire que notre système nerveux, il était bâti comme ça. Fait que répondre à des grands stress de courte durée, aujourd'hui, c'est plus ça. On a évolué dans notre évolution, on y était dehors tout le temps, bien sûr, on fait partie de la nature, donc on est en contact avec le sol. Bien, il y a un certain avantage à ça, on est capable de décharger nos ions dans le sol, il y a un échange d'ions qui se fait, il y a certains bienfaits pour notre santé. Tout fonctionne sur des horloges dans notre corps. Tout, littéralement tout, fonctionne sur des horloges. Et donc, puis nos horloges se synchronisent, entre autres, avec la lumière extérieure. Là, on est rendu avec des maisons, on vient dedans. Bien sûr, on ne veut pas enlever ça. Fait que là, on a un confort moderne qui s'est installé, mais qui fait que notre corps n'est plus dans son environnement qui devrait être. Fait que, donc, il faut essayer d'être conscient de ça pour essayer de modifier un peu notre environnement pour que ce soit un petit peu mieux. Mais bref, c'est pour dire que 99% du temps, on était chasseurs-cueilleurs. À un moment donné, à la révolution agricole, on s'est mis sur des fermes là, sur une couple de milliers d'années au lieu d'être chasseurs-cueilleurs. Et là, tout le monde est devenu plus petit, plus malade. On ne mangeait plus qu'est-ce qu'on mangeait en étant chasseur-cueilleur. On s'est mis à développer un paquet de cultures, de grains, d'avoir des vaches, etc. Par contre, ça a permis de dégager des surplus qui a fait les sociétés qu'on voit aujourd'hui, qui a fait le système économique, etc. Donc, il y a eu les bons là-dedans. Ça a permis de se sortir du bout rough de chasseur-cueilleur où est-ce que les stress étaient très physiques. Ceci dit, la révolution industrielle après, plusieurs phases de ça, probablement 3 environ, révolution numérique maintenant, on sait avec intelligence artificielle. Fait que bref, la courbe de progression, elle est comme ça depuis la révolution agricole qui est à peu près ici. Avant, c'était flat pendant 99% de notre évolution. Donc, on a une grande évolution très rapide qui est de plus en plus rapide. C'est une courbe exponentielle, c'est pas juste une courbe comme ça. Mais notre corps n'a pas changé depuis à peu près, là, ça s'obstine un peu, là, mais à peu près 50 000 ans. Donc, 40 000 ans avant la révolution agricole. Ça veut dire qu'on a un corps de chasseurs-cueilleurs, on a un système endocrinien de chasseurs-cueilleurs, un système digestif de chasseurs-cueilleurs, un cerveau de chasseurs-cueilleurs. Fait que dans un environnement totalement moderne. Fait que lui, il s'attend à ce qu'on soit en contact avec le sol, il s'attend à ce qu'il y ait des lumières ou de l'absence de lumière pour synchroniser ses horloges pour que tout fonctionne efficacement. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de... Donc, le but, c'était de rester en vie pour se reproduire. Ça veut dire on bouffait des plantes en longueur de journée, on tuait un animal de temps en temps. Fait qu'il n'y avait pas La bouffe n'était pas nécessairement beaucoup sociale. Elle n'était pas nécessairement beaucoup non plus qu'est-ce que ça goûte. Hein. Si on tue un animal, il n'y a pas personne qui disait « Ouais, mais moi, le foie, j'aime pas bien ça. Je pense que je vais passer. » Ça n'existait pas, ça. Fait que ça n'avait pas rapport à « ça goûte-tu bon? » C'est très moderne, ça. Même nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, là, c'était beaucoup plus flou, là, de ça goûte bon ou pas. Là. Je dirais arrière-grands-parents, peut-être, vous êtes plus jeunes que moi, là. Mais c'est ça. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est ça. Donc, on vit dans ce que certains appellent un écart évolutionnaire. Donc, c'est un écart entre ce que nos cellules s'attendent à recevoir. On a des cellules chasseurs-cueilleurs dans un environnement ultra-moderne qui progresse comme ça. Et donc, l'écart évolutionnaire continue à s'agrandir là-dedans. Fait que c'est ça. Donc, notre cerveau veut rester en vie pour se reproduire. Fait que tout est fait pour le court terme. Fait qu'on veut la récompense maintenant. On veut soulager l'inconfort maintenant. Fait que notre système nerveux s'est développé comme si je rentre dans cette caverne-là, la dernière fois, c'est comme failli me faire arracher la tête parce qu'il y a un ours qui vit là-dedans. Fait que là, je vais avoir peur des cavernes. Fait que là, mon système nerveux il a appris à s'éloigner des cavernes. Si je mange un petit fruit qu'il y a plein de sucre dedans, je vais avoir une récompense de mon cerveau qui me dit là-dedans, il y a plus de sucre que dans le gazon que tu manges à terre. Donc, tu as plus de chances de rester en vie et de se reproduire quand tu manges cette petite framboise-là. Fait que je vais te donner une petite récompense. Fait qu'il y a un petit plaisir du cerveau qui s'allume. C'est de la motivation pour dire « cherche des framboises », c'est plus payant. Ou « cherche du miel », par exemple, si on mettait la main là-dessus, c'est plus payant que du gazon. C'est pour ça que certains rapports d'anthropologues, par exemple, ils vont dire si certains de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs mettaient de la main sur du miel, puis ils n'en mettaient pas tout le temps, c'était pas une question ils bouffaient au complet. Fait que 1,5 litre de miel, la ruche au complet, on the spot. C'était pas comme on apporte ça, on met ça sur des toasts, souvent on met ça dans l'armoire. Non. Fait que donc, on s'est jamais retenu on s'est jamais entraîné à se retenir nécessairement. C'était le max de calories maintenant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver tantôt, etc. On a besoin d'énergie, on veut rester en vie et tout ça. Et donc, notre machine fonctionne toute de même. Ça fonctionne sur aussitôt qu'il y a une petite peur, c'était peut-être ma vie qui est en danger. Fait que là, on a un système nerveux qui, lui, il ne regarde pas qu'est-ce qu'on fait de bon.
si on a fait un bon coup, là, il va l'oublier vite. Parce que ça ne m'aide pas à rester en vie, ça. Je suis en train de célébrer parce que j'ai tué un animal. Non. Il faut que je vois les autres dangers qu'il y a autour parce que peut-être que c'est moi la proie cette fois-là. Fait que, donc, on a un système nerveux qui regarde juste les dangers, qui s'en fout de ce qu'on a réussi, qui veut te créer de l'anxiété au maximum si c'est pour sauver ta vie une seule fois, pour que tu puisses peut-être te reproduire le lendemain. C'est juste ça que la biologie veut. Fait que mon petit buisson tantôt que je disais, s'il branle, on va avoir une anxiété, puis on va dire, il y a peut-être un serpent là-dedans. Puis là, je vais avoir une sensation négative, etc. Je vais avoir le goût de m'éloigner de ça. Mais 99 999 fois sur 10 000, c'est le vent qui l'a fait bouger. Mais à chaque fois, je vais avoir peur et tout ça parce qu'il y a peut-être un serpent dedans. Mais si la fois sur 10 000 qu'il y avait un serpent dedans fait que je peux rester en vie pour pouvoir me reproduire le lendemain, la biologie est contente avec ça. Elle, c'est ça qu'elle veut, elle s'en fout de ton anxiété que tu as actuellement. Si tu es capable de te reproduire demain, I'm good enough. Et si tu te fais bouffer par un ours le surlendemain, c'est cool. Au moins, te passer des gènes. Fait que la survie de l'espèce, biologiquement, je parle. OK. Fait que, donc, c'est un peu ça. Fait que quand on comprend un peu tout ça, ou qu'on comprend l'histoire de où est-ce qu'on vient, puis à peu près, là, c'est ramassé, comme je viens de dire tantôt, mais là, on est capable de voir nos patterns aujourd'hui. Fait que, tu sais, là, les gens vont dire comme, ah, c'est parce que moi, j'ai des cravings, là, c'est comme, je suis pas capable de... Puis là, ils se tapent dessus, tu sais, fait que là, c'est comme, je suis pas bonne, hein? Je manque de discipline. C'est parce que je suis pas capable d'arrêter de manger des biscuits. Mais c'est parce que ton cerveau, il s'est entraîné pendant 4 millions d'années à faire ça. C'est comme, je comprends qu'il y a des affaires qu'on peut apprendre pour améliorer les choses, hein, c'est ça que je fais dans la vie, mais c'est comme, tu peux pas te taper dessus parce que tu bouffes des biscuits. Là, c'est parce que il y a une évolution en arrière. Fait que, puis on n'avance pas si on se crée de la culpabilité puis on se tape dessus. C'est pas le même qu'on avance dans la vie. Fait qu'on peut pas faire ça. Fait que, donc, quand on comprend ces affaires-là, on met un peu dans le contexte pour enlever un peu de la pression. Ça ne veut pas dire qu'après ça, on n'est pas conscient de notre environnement moderne puis on fait comme, je ne peux pas avoir des biscuits dans ma face parce que sinon, je vais toutes les manger. Ça se peut, ça. Ou, tu comprends-tu, j'apprends à observer avec détachement mes sensations, etc., en sachant que c'est amplifié par mon cerveau de chasseur-cueilleur et tout ça. Puis là, je suis capable d'avoir un recul pour être capable de voir ça pour que ce soit mieux. Puis à mesure que je me mets à manger des meilleurs aliments et tout ça, bon, je développe un craving pour ça, des habitudes pour ça, etc. Fait que ça devient plus facile dans ta... Bien sûr, tout ça, c'est tout vrai. Mais à la base, on a un corps de chasseur-cueilleur qui va encore se comporter de même. Il n'est pas au courant encore qu'il y a des frigos avec tout plein d'affaires dedans, puis que c'est comme, c'est gratis. Fait que notre cerveau, là, il évalue tout le temps, là, c'est quoi le maximum de calories pour le moins d'efforts. Après ça, des gens vont dire aussi, ben, moi, ça ne me tente pas vraiment d'aller m'entraîner. Mais c'est comme, join the club. Personne, là, ça y tente vraiment. Des fois, là, un peu, là, mais c'est rare. Les gens vont dire ça sur les réseaux sociaux. Biologiquement, fait que, puis le max, fait que, si je voyais du gazon en terre, je fais comme, il n'y a presque pas de calories là-dedans, mais c'est gratis, là, juste à me pencher et le prendre. Là-bas, il y a un bison qui court, je ne peux pas le pogner tout seul. Il faut se pogner 4 gars du village, il faut courir après, et ça se pourrait qu'on court après toute la journée et on ne le pogne pas. Ça veut dire qu'on a dépensé 2000 calories à courir après, on vient que zéro. Mais si je suis 2000 dans le trou tout le temps, c'est terminé, là. Fait que je ne peux pas être dans le trou tout le temps. Par contre, si je le pogne, il y a 10 000 calories là-dedans, mettons. Je donne ça au hasard. Fait que là, je suis plus 8 000, on nourrit les autres. Comment-tu? Fait que, donc, mais je pourrais prendre juste le gazon aussi. Donc, notre cerveau calcule toujours c'est quoi le max de calories pour le moins d'effort. C'est pour ça que si la crème glacée traîne dans le frigo puis tu as juste à l'ouvrir de même dans ton congélo, ça se pourrait que c'est ça qui te demande. Fait que c'est pour ça qu'on voit des études, par exemple, plus c'est loin des yeux, moins ça nous achale et tout ça, ça vient de ces principes-là. Fait que bref, ça, mais OK, fait que je vais arrêter là, mais ça serait ça en gros. Super. Oui, ben, c'est intéressant de voir ça, puis de comprendre ça, puis de dire, OK, avec cette façon qui est biologiquement, qui est imprégnée en moi, c'est quoi mes choix maintenant, tu sais, de reprendre son pouvoir, c'est quoi sur quoi j'ai contrôle. Je comprends qu'il y a ça qui est en moi, mais après ça, j'ai quand même des choix, j'ai quand même, tu sais, comme tu as dit, on développe aussi des habitudes à choisir des choses plus santé aussi. Puis, bon, bref, je voulais juste ajouter. Je sais pas, tu voulais ajouter aussi, là?
Oui, ben je trouve que, tu sais, ça devient plus simple quand on comprend d'où on vient. Quand on comprend d'où on vient, puis comment notre ancêtre, puis il a vécu pendant des millions d'années, tu disais, ben là, ça l'explique plusieurs choses, puis je trouve qu'on a moins besoin d'apprendre de la nouvelle information si on applique ce principe-là à comprendre d'où on vient, puis chercher des explications à nos comportements. Après, ça devient qu'on a l'information à l'intérieur de nous. Par rapport au craving, par exemple, pourquoi je ne suis pas capable de m'arrêter? Ben parce que pendant des millions d'années, je ne savais pas si j'allais en avoir demain. Un exemple comme ça, comme tu as donné, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir apporté ça. Merci. Fait que c'est pour ça qu'on va voir aussi maintenant que, par exemple, on recherche du confort tout le temps. Donc, mais les gens vont se taper dessus en disant « je suis paresseux », tu sais, j'ai jamais le goût de bouger. Puis après ça, on voit dans les études, bien sûr, que le confort est une courbe en U inversée. C'est-à-dire qu'au début, bien sûr, quand tu es chasseur-cueilleur puis la vie est très rough physiquement, plus tu avais de confort, plus ça apportait un bien-être et une sécurité et même une longévité. Mais à un moment donné, le confort a un maximum. À un moment donné, si on dépasse le confort, la courbe s'en va dans l'autre sens. Donc là, notre corps, c'est un peu use it or lose it. Hein? Donc, si tu n'utilises pas ton cerveau, tu le perds. Si tu n'utilises pas tes muscles, tu les perds. Si tu n'utilises pas ton cardio, tu le perds, etc., etc. Donc, il y a la loi de l'entropie, la deuxième loi de la thermodynamique. Donc, le confort est une courbe en U inversée. Là, on est rendu de l'autre côté de la courbe. Mais en même temps, on court encore après le petit confort qui vient de notre cerveau qui veut rester en vie et se reproduire. Donc, mais là, ça joue contre nous autres, ces instincts-là. Donc, il faut se méfier de nos feelings, de nos instincts. Puis si on le comprend de où est-ce qu'ils viennent, c'est un peu plus facile de prendre du recul et de dire « OK, c'est pour ça, ça. » Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? L'autre chose que j'avais oublié de parler, mais que je peux parler rapidement, pourquoi que... un des problèmes avec les corps évolutionnaires, puis c'est pas une trajectoire qui peut continuer tout le temps. C'est-à-dire que à partir de à peu près la Deuxième Guerre mondiale, quand la révolution industrielle s'est vraiment enclenchée, puis bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, elle a aidé ça, mais il y a un paquet de toxines qui a commencé à être relâché dans l'environnement. Ça a explosé dans les années 70, ça continue à augmenter, c'est des millions de milliards, etc. Maintenant, on est rendu avec des PFAS dans le foie des ours au pôle Nord. Donc, ils mouillent des polluants à travers la planète, peu importe si tu es dans le milieu de la jungle. Fait que, bref, c'est pollué de partout. Il y a des microplastiques autant dans l'eau que dans l'air. Donc, on respecte des microplastiques, l'équivalent d'une carte de crédit, là, toutes les semaines, je pense. C'était l'étude aux États-Unis qui fait que maintenant, 0,48% de nos cerveaux sont plastifiés. Bref, c'est pour dire que les toxines augmentent comme ça dans l'environnement. Fait on peut pas continuer comme ça. Puis une partie de ces toxines-là qui nous aide à les détoxifier, donc une fois qu'ils rentrent, à les faire sortir, puis il y en a certaines qui sont plus dures à faire sortir que d'autres, c'est entre autres la diversité des microbes dans nos intestins qui ont certaines enzymes qui nous aident à détoxifier ça. Mais avec l'avenue des antibiotiques, des pesticides, etc., c'est la guerre contre la nature. Donc, on a une perte de diversité générale, perte de diversité dans les sols, perte de diversité dans les forêts, dans la nature en général, et perte de diversité ici. Donc, quand je disais tantôt que tout est interconnecté, on part des mitochondries jusqu'à la planète, c'est fait que nous, on ne peut pas être diversifié, puis comme le reste n'est pas diversifié, ça ne marche pas de même. Ça veut dire que quand il y a une perte de diversité, on a perdu la moitié de nos flores intestinales. Fait que on a des flores intestinales qui font ça de même, puis les trafics, parce qu'éventuellement, l'écart va être inversé dans l'autre sens, assez grande que tout va... Ça ne fonctionnera pas. Donc, puis, on le voit, la production de spermatozoïdes chez les hommes en baisse depuis les années 70, quand on a commencé à mettre des pesticides partout, etc. Donc, on s'en va vers la fertilité, ceux qui évaluent les chances de les grandes extinctions, hein, il y en a eu 5, là, les dinosaures et tout ça, là, on serait dans la 6e, là, à peu près à mi-chemin. C'est elle, peut-être, créée en partie par l'homme, par ce qu'on appelle le pulse de carbone, c'est-à-dire
on a trouvé un gros paquet de pétrole, là, tu comprends-tu, qui a pris des millions d'années à bâtir, puis nous, on est en train de brûler ça en quelques centaines, mais ça a créé beaucoup de surplus, beaucoup d'énergie, qui a créé toute la richesse puis le confort qu'on voit aujourd'hui. Mais éventuellement, ça va s'estomper, ça, puis ça va avoir créé tellement de déchets qu'on ne sera pas capable de... Donc, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire qu'on ne pourra pas continuer à produire ça comme ça. Ce n'est pas une direction qu'on peut prendre encore. Je ne sais pas, peut-être encore longtemps, peut-être nous, on ne sera plus là, mais je veux dire, ce n'est pas une direction qui peut se poursuivre éternellement, ça. Et il y en a d'autres aussi, là, mais celle-là, c'en est une. C'est pour ça que c'est important le retour à notre essence, dans le fond, à revenir dans la courbe, là, finalement, pour pas nécessairement retrouver tout l'inconfort qui était du début de chasseur-cueilleur, mais de retrouver notre nature véritable qui était quand même que nous, on provient de la nature, puis on est la nature. Puis je trouve ça important aussi, le fait de ramener, comme tu as dit, l'importance d'avoir un microbiote qui est en santé. Cette information-là est vraiment importante. Si le fait d'avoir un microbiote et une belle flore intestinale diversifiée, ça fait en sorte qu'on élimine les toxines, qu'on n'a aucun contrôle en ce moment sur notre... on n'a pas de contrôle là-dessus, tu sais. Fait que, ouais, je dirais ça juste, je voulais juste le réappuyer ici, là. Parlant de ça, est-ce que, mettons qu'on va te consulter, toi, Danick, puis par rapport aux toxines, que le corps a de moins en moins la capacité d'éliminer par lui-même, t'aurais-tu une recommandation qui pourrait être générale à tout le monde pour justement supporter le corps dans l'élimination de ces toxines-là? Oui. Fait que, tu sais, puis à cause de notre système économique, bien sûr, il y en a qui vont prendre ça, tu sais, puis ils vont dire, ben moi, j'ai une détox à vendre, là, tu comprends-tu? On va te donner ça, tu sais, fait que, donc, on va supporter ton foie, etc., tu sais, fait que ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur nécessairement, mais la détox, ça se fait aussi au jour le jour, tout le temps, 24 heures sur 24, dans plusieurs processus, entre autres, mais pour vrai, la réponse, c'est une question de santé globale. Ça veut dire il faut aligner la santé globale. Plus notre santé est bonne, plus on a les capacités de se débarrasser de ça. Fait que ça prend les mitochondries. Tu parles des mitochondries, j'ai expliqué tantôt dans choses d'évolution. Donc, on a besoin des mitochondries top shape parce que c'est eux autres qui produisent l'ATP qu'on a besoin pour rouler les enzymes qui produisent la détox. Ensuite de ça, pour que nos mitochondries soient bonnes, ils ont besoin d'un bon équilibre dans la flore intestinale. C'est ce qui va driver l'immunité, entre autres, une partie de l'inflammation qu'on va ressentir ou pas, l'inflammation chronique, bien sûr, ou l'inflammation qu'on a qui est moins voulue. Fait que, parce que sinon, c'est un système de réparation, c'est un système de défense. Fait que, on veut ça, mais pas de façon chronique qu'on veut pas. Fait que, bref, c'est une question de santé globale, ça. Ça veut dire que... donc, on doit manger beaucoup de plantes, on doit diversifier notre microbiote, on doit optimiser nos mitochondries. La thermothérapie, c'est très cool. Donc, aller dans le sauna, dans le bain froid après. Donc, il y a des belles études sur libération des toxines via la transpiration plus que via l'urine. Ça veut dire qu'il y a accumulation probablement et qu'il y a certaines toxines qu'on a de la misère à détoxifier parce que quand on analyse la sueur, il y a certaines toxines qui sortent mieux. Pas tous, mais certaines toxines qui sortent presque uniquement via la transpiration. Et donc, ceux qui ne transpirent jamais, que ce soit par l'activité physique ou par d'autres choses, probablement que c'est moins bon. On voit qu'il y a une accumulation dans le temps aussi, c'est-à-dire que les bébés sont moins toxiques, bien sûr, que les personnes âgées. Ça, c'est juste le nombre de temps qu'on est sur la planète, donc on concentre ça. L'autre chose que j'aurais tendance à dire, c'est qu'on essaie de contrôler ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire que des plastiques, on ne devrait pas utiliser ça. Fait que c'est la base. Fait que, donc, il y a déjà de l'aluminium partout dans l'environnement. On ne fait pas cuire notre poulet avec un papier d'aluminium. Fait qu'on essaie de prendre un déo qui n'a pas d'aluminium dedans. Fait qu'on essaie de cleaner notre environnement. On essaie de ne pas faire cuire d'une poêle qui contient plein de PFAS qui vont aller dans notre nourriture. Fait qu'on clean notre environnement de ce qu'on peut, mais après ça, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme disait Anne-Sophie juste avant. Mais ça, après ça, on optimise notre santé en partant des mitochondries pour essayer d'avoir la meilleure chance de dire on en sort un peu plus que qu'est-ce qui rentre, ou du moins égal, ou du moins un petit peu plus, qui fait que l'accumulation dans le temps, mettons, nous joue un peu moins là-dedans. Ce qui est insidieux, c'est qu'on ne peut jamais le savoir. Bien sûr,
on va appeler ça des maladies chroniques de vieillesse qui se développent, à quel point c'est une toxicité accumulée qui a participé à ça, et si ça participait à ça, probablement que c'est le cas, mais si ça a participé à 5 ou ça a participé à 80 c'est ça qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas mesurer, bien sûr. Puis, les toxines sont toutes mesurées de façon indépendante, hein? Fait qu'ils vont dire le niveau de glyphosate sur nos légumes est plus bas que le niveau, tu sais, que le Santé Canada dit que c'est correct pour les gens. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste du glyphosate dedans, il y a aussi de l'atrazine, puis il y en a 8 autres. Mais ils ne sont jamais étudiés tout ensemble. Après ça, on respire des plastiques. Après ça, on ne peut pas mesurer la charge toxique. Fait qu'on les mesure toutes indépendamment. Bien sûr, il y a de l'argent d'accrocher après ça. Fait qu'ils vont dire la note est safe. Le gars, on a fait les études approuvées Santé Canada, toute la patente. Oui, mais c'est pas la tienne, le bug. C'est qu'il y en a 200 000 dans l'environnement, c'est ça le bug. Puis ce qu'on rejette va finir par revenir à l'intérieur. C'est une grosse soupe, tout est interconnecté. On ne peut pas rejeter quelque chose à l'extérieur en disant c'est à l'extérieur. Ça, c'est une vision de la conscience un petit peu trop basse. Ce qu'on rejette à l'extérieur revient dedans. Et là, on est en train de le voir. Nos cerveaux sont plastifiés à 0,48 fait la titre. Puis ça a monté je ne me souviens plus, il faudrait vérifier le pourcentage, mais c'était une affaire comme 40 de plus dans les 5 dernières années. Ça veut dire que la courbe commence à faire ça de même. Oui. Ouais, tu sais, en gros, c'est avant de chercher un produit miracle pour se détoxifier, c'est d'arrêter de s'intoxiquer avec ce qui est à notre conscience, puis qu'est-ce qu'on a le contrôle dessus. Avant même de prendre, tu sais, c'est comme si d'un bord, tu rentres les toxines, puis de l'autre bord, tu essaies de les sortir. Exactement. Donc, on contrôle ce qu'on peut contrôler, puis après ça, on optimise notre santé du mieux qu'on peut, même si c'est jamais totalement parfait ça. Puis le reste, il faut se détacher de ça, parce que là, c'est après ça, on fait une maladie de ça. Le stress, le système nerveux qui est trop en sympathique. On t'a perdu 2 petites secondes. Je ne sais pas si ça l'a fait ça pour Anne-Sophie aussi. Oui, ben juste la dernière phrase d'Annick. OK. Je vais te dire, recommencer à faire attention si jamais il y en a qui ont manqué, comme moi. OK. Faire attention à ça quand on a peur. Puis, D'accord. Fait que, rappelle-moi, qu'est-ce que je disais? Là, ça m'a déconcentré. Je disais quoi? Tu parlais du stress et de faire attention. Oui. Donc, le stress, qu'est-ce qui arrive avec le stress? C'est que quand le système nerveux est en sympathique, mettons, il y a un ours à côté de nous, le sympathique embarque, fait que le corps va tout faire pour sauver notre vie. Lui, il pense que c'est un ours, notre vie est en danger. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre le sang qui est au centre, va l'envoyer par les bras et les jambes. Il va stimuler l'adrénaline, par exemple, éventuellement peut-être du cortisol qui va augmenter notre énergie. Hein? Donc, ça libère le sucre qui est dans le foie, etc. Ça l'envoie dans le sang pour qu'on puisse se défendre ou sacrer notre camp de l'ours. Mais tout ce qui n'est pas fait pour sauver notre vie va être un peu mis de côté. Ce n'est pas totalement mis de côté, mais c'est comme, on ne fait pas ça tout de suite. Là. C'est comme, il y a un ours à côté. C'est comme la digestion. Oh, non, on fera ça tantôt. Sécréter des hormones pour avoir de la libido puis peut-être se reproduire. Wow. Il y a un ours. Peut-être dans 10 secondes, on n'est plus là. Fait que c'est pas vraiment une priorité. Détoxifier des toxines. Oh, on va gérer l'ours avant. Hein? Fait que donc, là, si on se retrouve dans un environnement moderne où est-ce qu'on est chroniquement hyperstimulé partout, on scrolle sur notre téléphone, etc., là, on est en train de capoter puisqu'il y a toute cette information-là qui arrive à nous autres. Tout est négatif parce qu'ils savent que notre système nerveux, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est nous garder en vie pour se reproduire. Et donc, lui, il scanne tout ce qui est potentiellement négatif pour pouvoir sauver sa vie. Fait que là, c'est comme s'il y avait toujours un ours à côté de nous autres. Fait que là, les toxines s'accumulent de même temps, puisque là, on n'est jamais totalement optimal dans notre toxicité. Donc, de la méditation, c'est probablement une bonne détox avant de prendre du chardon-marie ou du N-acétylcystéine pour ton foie. Ceci dit, un n'empêche pas l'autre nécessairement. Merci, j'aime ça. Ouais. Vraiment. Okay. Puis je trouve qu'on devrait amener aussi juste le fait qu'on est tous et toutes uniques. Fait que pour une personne peut vraiment avoir des symptômes très physiques assez jeunes par rapport à la toxicité de son environnement, tandis qu'une autre personne, pas du tout. Mais je pense qu'en ayant cette conscience-là, puis de comprendre aussi l'environnement, peu importe les symptômes ou pas, je trouve que c'est important de venir détoxifier son environnement, puis de prendre le contrôle sur ce qu'on peut,
même si peut-être que moi, je n'ai pas les signaux, les signes et symptômes d'une autre personne qui sont peut-être plus intenses, mais je sais que c'est bon pour moi de détoxifier, même si mon corps ne me le dit pas en ce moment, il va peut-être me le dire plus tard. C'est être en prévention par rapport à ça. Oui. Puis des fois, c'est ça qui est insidieux avec ces toxines-là, c'est qu'il n'y a pas. Bien sûr, il y en a qui sont chroniquement intoxiqués, puis ils ont des symptômes de ça, sont en arrêt de travail et tout, ça existe. Mais je veux dire, pour la majeure partie des gens, c'est pas ça. Mais c'est des perturbateurs endocriniens, certaines catégories là-dedans, donc ils perturbent leurs hormones. Ça veut dire que là, les femmes vont dire, ben là, j'ai ma préménopause avant tout le monde, j'ai des SPM de fou, tu comprends-tu? Il y a de l'anxiété là-dedans, là, j'ai du saignement, j'ai de l'endométriose, j'ai tout ça, là, j'ai de l'obésité, puis là, je fais de l'hypothyroïdie, tu sais, mais plusieurs toxines coupent ou inhibe en partie la production de TSH du cerveau pour les hormones thyroïdiennes, bloque la conversion de T4 en T3 qui se fait aussi dans le foie et dans la flore intestinale. Fait que là, c'est nos flores intestinales font. Fait qu'on le voit qu'on ne peut pas faire un lien ou comprendre ça, de savoir, parce que tout le monde vit quelque chose. Ils disent tout, ben, ouais, mais il me semble que moi, j'aurais plus d'énergie. Ouais, mais c'est peut-être ça d'abord. Mais peut-être pas non plus. Puis si c'est ça, c'est pas juste ça, c'est sûr. C'est l'ensemble de la patente. Mais tout le monde a quelque chose. Ouais. J'ai un peu plus d'anxiété. Ouais. Des toxines, ça stresse le système nerveux. Et ça peut faire réagir le système immunitaire. Donc, ça peut créer de l'inflammation, etc. Fait qu'on ne fait pas les liens parce qu'on n'est pas quelqu'un qui a été exposé à du mercure, tu comprends-tu? Puis là, il y a un empoisonnement au mercure, puis là, tu sais, bon, il y a toutes sortes de symptômes de ça. C'est pas comme ça, c'est insidieux, puis ça s'accumule dans le temps, puis on n'est pas capable de le vérifier, voir si c'est ça. Et ça ne veut pas dire qu'on est capable de totalement tout détoxifier aussi. C'est pour ça qu'on fait de notre mieux. On clean notre environnement, on optimise notre santé, puis on se détache de ce qu'on ne contrôle pas. Parce que si on fait juste penser à ça, après ça, puis des fois, je vois les deux. C'est-à-dire, je vois des gens qui ne pensent pas assez à ça. La plupart des gens, je dirais. Mais ceux qui pensent à ça, des fois, pensent trop à ça. Et là, ils développent une anxiété par rapport à ça. Là, je fais comme, oh non, ça c'est... Ouais, comme je viens de dire, mettons, avec le stress, fait que là, je fais comme, tu inhibes ta détox, tu ne peux pas faire ça. Ouais, mais là, maintenant, je ne suis pas capable de ne pas y penser. Maintenant, je sais que je ne peux pas le désavoir. Ouais, je comprends. Mais c'est ça, mais on ne peut pas faire ça. Oui, puis il y a certains symptômes que tu as parlé tantôt aussi qui sont normalisés en société aussi. Fait oui. C'est ton âge. Ouais. C'est normal à ton âge. Oui. C'est les débalancements. Les hormones sont débalancées aussi. C'est quelque chose qui est beaucoup dans le discours. Oui, il y a un débalancement hormonal, mais il faut aller à la source, comme tu dis, puis c'est multifactoriel. Donc, ça serait intéressant à un moment donné de t'inviter, Danick, pour venir parler peut-être justement de débalancement hormonaux, mettons. J'aimerais ça. On serait rendu à la question 4. OK. Donc, pour nos auditeurs, concrètement, comment on peut équilibrer notre biologie ancestrale dans la vie moderne? D'accord. Fait que la première fois que j'aurais tendance à dire, un peu comme tantôt quand je disais c'est impossible, ça veut dire c'est impossible. Donc, on ne peut pas faire ça à 100%. On peut essayer de faire notre mieux et tout ça, mais encore là, on ne peut pas faire ça. Donc, on vit dans l'environnement actuel, on ne peut pas faire un recul, puis on ne peut pas mimer ça, puis on ne voudrait pas non plus. Fait que la première affaire, c'est de dire, ben, je ne peux pas faire ça, mais je peux essayer de me rapprocher le plus possible parce que je sais que c'est ça que mes cellules s'attendent à recevoir, du moins pour l'instant, parce qu'on n'a pas évolué depuis 50 millions d'années. Fait que, donc, c'est impossible, on fait de notre mieux, ce serait ces deux-là. Ensuite de ça, j'ai un modèle hyper simplifié qui pourrait être beaucoup plus complexe que ça, mais il y a comme 4 piliers de base. C'est un modèle qui s'appelle la mito-résilience pour le mitochondrie. C'est mon histoire de niveau d'organisation tantôt, que tu parles des mitochondries, de la planète aux mitochondries, de l'atome à la planète. Les 4 piliers de la mito-résilience, c'est l'alimentation, donc la mito-alimentation. Je vais dire alimentation. Il y a la synchronisation. Ça, c'est nos horloges biologiques. Je vais revenir après. Il y aurait la gestion du stress ou la régénération, on en a parlé un petit peu là. Puis le troisième, c'est le mouvement. OK? Fait que si je reprends mettons, dans la base, l'alimentation devrait être non transformée. Le reste, c'est un peu flou. Ça dépend des personnes, du contexte, etc.
le moins transformé possible. En théorie, ça prendrait des plantes qui contiennent des fibres phytonutriments pour diversifier notre flore intestinale. Encore là, ça c'est flou. Et certaines personnes, par certains déséquilibres de la flore intestinale, trop de plantes ne va pas être une bonne idée ou va créer de l'inflammation. Donc, même ça, c'est flou. Donc, puis on peut toujours trouver un bon côté ou un mauvais côté à littéralement tout. Fait que, donc, on peut le faire au niveau des légumes, comme on peut le faire au niveau de la viande aussi. Fait qu'il n'y a pas d'aliment parfait, mais c'est une symbiose de tout ça, idéalement. Ceci dit, pour certaines périodes, il y en a qui ont besoin d'alimentation plus thérapeutique d'un côté ou de l'autre. Bref, mais grosso modo, on mange non transformé, on mange tranquillement, en pleine conscience, peut-être, idéalement, avec des gens qu'on aime. Ces connexions sociales sont importantes. On devrait aussi avoir en tête que dans l'environnement moderne, ce qui nous est renvoyé comme alimentation, c'est faut que ce soit bon dans la bouche, mettons, principalement. Fait qu'on mange pour ça. Et on mange parce que j'ai eu une grosse journée, je suis stressé, tu comprends-tu? Fait que là, je l'ai mérité, on décroche le soir, tu comprends-tu? Fait que là, il y a beaucoup de récompenses, puis on compte nos émotions avec ça, puis c'est correct, c'est humain de faire ça, mais dans notre biologie, c'est pas ça. En théorie, on veut des nutriments, des macronutriments, des micronutriments, mettons, pour rouler nos processus biologiques, pour être capable de transformer l'énergie solaire que les plantes ont pris, que d'autres animaux ont mangé après ça, puis pour être capable de produire dans notre chaîne de transport des électrons notre ATP, qui crée la vie, dans le fond, qu'on peut faire ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre notre désir de nourrir comme il faut notre corps pour pouvoir performer dans la vie, autant physiquement que mentalement, que aussi l'aspect social, l'aspect moderne et tout ça, qui va toujours rester puis qu'on ne peut pas enlever. C'est pour ça que je disais au début, c'est impossible, mais on doit comprendre les deux puis on doit l'équilibrer. Puis pour certaines personnes, cet équilibre-là va être différent selon leur moment de la vie et il faut qu'ils soient en accord avec leurs valeurs aussi, mais les valeurs qui peuvent changer dans le temps aussi à mesure qu'on voit ça. T'sais. Fait que bref, alimentation, ça c'est le premier. La deuxième, c'est synchronisation. J'en ai parlé un peu tantôt. Tout roule sur des horloges. Alors, on a une horloge principale dans le noyau suprachiasmatique dans notre cerveau. Cette horloge-là, il faut qu'elle soit pluguée sur le soleil. De façon hyper simplifiée, on a des milliers d'horloges partout dans chacun de nos tissus. Et ces horloges périphériques-là, dans notre corps, il faut qu'elles soient pluguées avec l'horloge principale qui est dans le cerveau. Et donc, on est fait pour être dehors avec la lumière. Donc, pour nous, le soleil, c'est toujours le soleil. C'est-à-dire, il se lève le matin, tu fais comme. Le matin, c'est une boule jaune. Le midi, c'est pas mal une boule jaune. Le soir, c'est une boule jaune. Pour notre cerveau, c'est pas la même chose. Donc, les photons, ils ont une qualité, puis ils ont une signature différente le matin, le midi et le soir. Et donc, quand on sort, par exemple, le matin dehors, on va absorber ces photons-là, ça rentre par nos yeux, ça envoie les signaux au cerveau pour dire, voici quelle heure, on ajuste nos horloges. Donc, notre horloge, génétiquement, est toujours, c'est mal fait, un peu plus que 24 heures, un peu moins que 24 heures. Mais bon, donc, il faut qu'à tous les jours, on synchronise nos horloges. Sinon, c'est comme si l'heure sur ton poêle chez vous prend toujours 3 minutes de retard à tous les jours. Fait que là, si à un moment donné, ça fait 2 semaines que tu ne l'as pas mis à jour, ça se pourrait que tu arrives en retard partout à tes rendez-vous. Les enfants ne sont pas à l'école à bonne heure, tu comprends-tu? C'est le chaos total. Tu manques tes rendez-vous, tout. Fait que moi, il n'y a plus aucun client qui rentre dans mon horaire parce que je suis rendu 45 minutes de retard et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, notre vie devient un chaos si les horloges ne sont pas à bonne heure. Mais notre horloge principale est dans le cerveau, puis elle se synchronise avec le soleil. Elle n'est pas encore capable de voir via les yeux et mon ordinateur qu'il est 2h55 actuellement. Elle n'est pas capable de faire ça encore, éventuellement peut-être. Et donc, si on n'est pas dehors, ça ne se synchronise pas. Et donc, on devrait voir le lever du soleil, on devrait idéalement passer 2 heures par jour dehors ou plus. Bon, bien sûr, c'est plus difficile à l'hiver, bon, et tout ça, mais la plupart des humains, même à l'été, passent leur temps à l'air climatisé à l'intérieur, 23 heures sur 24 à peu près à l'intérieur. Et donc, c'est très difficile d'avoir des horloges parfaitement synchronisées ou du moins optimalement synchronisées pour avoir des fonctions qui fonctionnent comme il faut. Okay? Fait que l'autre chose, c'est contact avec la nature. On est fait pour vivre dehors. Plus on est en dedans, plus on est dans le trouble. Et ça, c'est pas quelque chose qui est discuté beaucoup sur les réseaux sociaux. On ne voit pas ça beaucoup, mais c'est fondamental. C'est dans mes 4 piliers. Je l'ai mis avec l'alimentation. Puis il n'y a pas un des 4 piliers qui est plus important que l'autre. Les 4 fonctionnent ensemble. C'est comme s'il y avait une grosse poutre de 4 piliers s'il y en a un qui n'est pas là. C'est difficile. On peut un peu compenser avec les autres, mais c'est difficile. Donc, les horloges biologiques, c'en est une.
La troisième, c'est la gestion du stress, l'histoire que je disais tantôt de notre détox va être inhibé, bon, et toutes sortes d'autres choses, mais notre système est fait pour vivre un peu plus en parasympathique et d'avoir des moments en sympathique, donc un bon tonus vagal, mais d'être capable de générer des hormones de stress quand c'est le temps, en bonne, mais qu'une fois que c'est fini le stress, on est capable de redescendre ça puis de reshifter avec un bon tonus vagal en parasympathique. Donc, en position digestion et réparation. Tout le repos, la digestion, la réparation se fait en parasympathique. Sympathique, c'est fuir ou combattre. Ça, c'est l'ours. Fait qu'on veut un bon tonus entre les deux. On vit principalement en parasympathique, mais on veut un sympathique qui marche quand c'est le temps et non qui est chroniquement activé. Et donc, on veut savoir dans notre environnement moderne qu'est-ce qui hyperactive ça, puis on essaie de nettoyer ça aussi. Ça fait partie de la détox un peu. Après ça, il y a toutes sortes d'affaires on le savait tantôt, comme moi j'ai dit, mon cerveau va checker tous les petits buissons qui branlent en pensant qu'il y a un serpent dedans, même si 99 999 fois sur 10 000, c'est le vent qui l'a fait bouger. Dans notre environnement, c'est encore comme ça. Donc, actuellement, il y a encore plus de triggers de tout ça dans la vie moderne qui fait ça, puis qui sont plus chroniques. C'est comme, avant, c'était l'ours. On va se battre contre ou on va sacrer notre camp, fait qu'on n'avait pas le choix de l'affronter. Si je rouvre mon accédé puis je vois que ça ne balance pas, là, je ne peux pas fuir ou combattre mon accédé. Là. Ça va rester là. Ça se pourrait que j'y repense tantôt, demain, après-demain, etc. Peu importe, OK? Fait que, donc, maintenant, il y a des noyaux sociaux qui sont beaucoup plus tight. Là. Il y a qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Il y a toute une société qui s'est développée avec des normes et tout ça autour de ça qui vont apporter ces espèces de signaux-là aussi. Donc, c'est de comprendre ces affaires-là pour être capable de dire, principalement, je me détache de ce que je ne contrôle pas. Et j'observe mes histoires que je me raconte par rapport à mes facteurs de stress pour voir si ça fait du sens. Puis après ça, j'essaie d'équilibrer ma vie avec des affaires qui promouvoient un bon tonus vagal. J'ai parlé de thermothérapie tantôt, c'en est une, de la méditation, du yoga, des respirations, du traitement des fascias, étirement. Bon, et tout ça marche. La marche en nature, probablement une des meilleures. Il y a un aspect fractal là, à tous les arbres et à la nature qui calme notre système nerveux. La capacité de regarder au loin à l'horizon. Là, on se parle dans un écran, c'est un stress, il faut que le cerveau fasse le focus toujours. Bref, ça pour dire, gestion du stress, c'en est une, puis dans le monde moderne, encore plus. Donc, tout le monde devrait développer un aspect spirituel, probablement, méditation, respiration, reconnexion à soi, ou whatever, qu'est-ce qui résonne avec lui là-dedans. Puis, le dernier, c'est mouvement. Et mouvement, c'est différent de activité physique. Donc, aller au CrossFit 1 heure par semaine, c'est pas du mouvement, ça. Si je t'assis sur mes fesses le restant de la journée, puis une fameuse étude là, d'il y a plusieurs années maintenant qui disait the new smoking is sitting. Fait que ça avait fait des manchettes et tout ça il y a une dizaine d'années probablement. Fait que, bref, puis c'était ça que ça montrait, c'est-à-dire que l'activité physique 1 heure par jour ne compensait pas le fait d'être assis tout le temps dans les méfaits. Et tout ça, puis ça fait du sens. On ne peut pas négocier avec la nature. On a vécu 99% de notre évolution en marchant, 15 000, 20 000 pas par jour à peu près. Aujourd'hui, on est plus confortable avec des jobs assis, etc. Fait qu'on voit que ça va ralentir la détox, ça va ralentir le système lymphatique, ça va augmenter l'inflammation, etc., etc. Fait que rien ne fonctionne bien lorsqu'on est assis trop longtemps, ou du moins qu'on fait ça de façon chronique. Il y a des muscles qui vont se désactiver, qui vont se déséquilibrer et tout ça parce qu'on n'est pas en bonne position, on n'est pas en tonus, etc. Donc, la posture prend le champ et donc là, on a mal aux épaules, aux genoux, dans le bas du dos et tout ça. Et donc, c'est des douleurs de modernité, mettons, je dirais. Fait que, bref, le mouvement c'en est une, donc il devrait avoir quelque chose d'équilibré probablement là-dedans, là, qui travaille autant le cardiovasculaire, la marche, c'est la base du mouvement, mais après ça, on peut développer le VO2 max, cardiovasculaire, muscle, donc force, explosion et autres. Puis dans le mouvement, il pourrait avoir un aspect qui est relié un peu au système nerveux que je parlais juste avant, là, qui serait genre yoga, étirement et tout ça. Il pourrait être à cheval là, entre gestion du stress et mouvement là-dedans. Mais ça, c'est 4 piliers. Alimentation, synchronisation, c'est les horloges biologiques. Régénération, c'est système nerveux, donc gestion du stress, puis mouvement. Et ils peuvent être dans n'importe quelle ordre. Il y en a toujours on a toute ça. Personne maîtrise ça. Personne, zéro, j'en connais pas. Fait que
on peut toujours améliorer ça, on peut toujours tweaker ça. Et ce qui peut rentrer dans chacun, bien sûr, peut être différent d'une personne à l'autre parce qu'on vit dans un système complexe et non compliqué. Ouais. Ah, bon, là, c'est un peu complexe pour qu'est-ce qu'on fait, mais bon. Non, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'on a amené? Cool. Ouais. On pourrait passer à justement te parler de ce que tu appelles la mytho-résilience. Donc, tu as une offre de service présentement que j'ai vue sur ton site web. Est-ce que tu voudrais nous parler de ça? Bien sûr, je peux faire ça. Donc, actuellement, j'offre des consultations. C'est ce que je fais principalement. Donc, consultation 1 à 1, c'est sur Zoom. On remplit des questionnaires avant, on jase, on fait un plan de match, on peut faire des suivis, etc. Ça, c'est ça que je fais principalement. Okay. Il y a un programme autonome qui est sur mon site web qui s'appelle la clé métabolique. La clé métabolique, il n'y a pas de consultation nécessairement. Tu achètes, il y a des vidéos. Fait que tu apprends à t'évaluer toi-même selon des différents facteurs. Puis après ça, on apprend les 4 piliers que je viens de nommer, mettons, un petit peu plus en détail. Puis après ça, on personnalise nos 4 piliers. Puis je vous montre comment faire ça. Fait que c'est quelqu'un qui veut le faire soi-même. Fait que j'essaie de dire là-dedans, j'essaie de me mettre en faillite en disant, je vous montre qu'est-ce que je fais. Bien sûr, c'est de façon hyper simplifiée pour dire, vous pouvez le faire vous autres même, mettons, voici comment faire. Fait que tout est là, il y a des questionnaires à remplir et tout ça. Fait que c'est un processus, c'est ça la clé métabolique, c'est savoir c'est quoi ta clé. Fait qu'après ça, on optimise les 4 piliers, puis on plug la clé dedans pour essayer de dégager notre mytho-résilience le plus possible. Puis après ça, on peut refaire, bien sûr, les questionnaires, mettons 2 mois, 3 mois après. Puis après ça, on va voir, notre clé va avoir changé un peu. Fait qu'on réévalue nos 4 piliers, on corrige nos 4 piliers, on plug la nouvelle clé, on fait de l'exploration, comme on disait tantôt, puis on check voir. Après ça, on remplit les questionnaires, on modifie un peu, on plug la nouvelle clé, on explore. Fait que ça, c'est autonome. Il est encore à bas prix. Je ne sais pas s'il va rester à bas prix encore, mais pour l'instant, il l'est. Fait que, puis la mytho-résilience que tu disais, j'avais déjà fait une cohorte il y a peut-être 1 an ou 2. J'avais pris une dizaine de clients pour un programme mytho-résilience que finalement, j'ai changé de plateforme. Bref, je ne sais pas les détails, ce n'est pas important. Je relance le programme mytho-résilience qui est plus un accompagnement sur 4 à 6 mois environ. Donc, c'est le programme qui a le plus d'accès à moi. Fait que c'est au lieu de dire on va une consultation à la fois, c'est que voilà, on s'engage, on travaille un 4 à 6 mois ensemble, on a accès illimité à moi et tout ça, puis on travaille de façon proche. Un petit peu après les fêtes, à quelque part, il va y avoir un lancement de ça. Déjà sur mon site web, c'est ce que tu as vu, le mytho-résilience, il est là. On est capable de laisser son courriel là, pour être avisé quand est-ce que ça va se lancer. Fait que ça, je suis bien excité de ça. Fait que ça, c'est la vraie mytho-résilience plus en détail. Fait que c'est comme le petit qu'on fait soi-même, mais détaillé avec moi en arrière qui pense aux affaires au lieu de soi-même, qui essaie de faire son propre sense-making. Ceci dit, il y a de la place pour les deux. Oui, ben on va mettre dans un lien vers ton site web pour que les gens puissent aller voir ton offre puis comment travailler avec toi dans les commentaires. J'aimerais ça qu'on conclue notre conversation avec une dernière question pour toi, en lien avec ce qui se passe au Québec dans les derniers mois. On a entendu parler par rapport à la naturopathie ou d'autres disciplines en santé plus holistiques. Comment tu entrevois, toi, l'avenir de la santé holistique au Québec dans les prochaines années? Je ne suis pas certain de ma réponse, puis je ne sais pas si je suis une bonne personne pour répondre à cette question-là. Je suis plus... je fais mes petites choses de mon côté. J'essaie de pratiquer ce que je dis, c'est-à-dire de me détacher de ce que je ne contrôle pas. Donc, je ne me mêle pas de ces choses-là. De ce que j'en comprends, c'est un processus que la façon de penser un peu plus globale est en train de prendre sa place et prend sa place de plus en plus. Et bien sûr, ça crée des frictions. Fait que c'est ça que tu parlais, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça et tout ça. Fait qu'il y a de plus en plus de frictions. Fait qu'on va voir les guerres de clans que j'expliquais tantôt. Fait que on est déjà là-dedans. Et à mesure que, mettons, on va dire, la vision holistique prend un peu plus sa place,
ça crée encore plus de réactions et donc plus de friction. Et donc, on voit ça. Ça veut dire que quand on voit ce chaos-là un peu plus, surtout si on travaille dans ce domaine-là, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Ça veut dire que c'est quelque chose de nécessaire. Il faut passer par là pour aller à la prochaine étape. Donc, ce n'est pas quelque chose à avoir peur ou qui devrait nous freiner. Bien sûr, on doit faire attention là-dedans. Ça veut dire que le spotlight est encore plus là-dessus, puis on est encore dans une période où est-ce qu'on s'affronte, mettons comme ça, mais ça va se transformer tranquillement. On le voit même du côté de la médecine traditionnelle, une ouverture un peu plus à tout ce qui est un peu plus holistique, etc. C'est doux encore, mais on le voit un petit peu plus. Quand je vais dans certains congrès, par exemple, ici au Québec, on en voit beaucoup plus qu'il y a 10 ans, on n'avait pas vraiment de médecins là. Maintenant, il y en a, tu sais, fait que dans les médecine intégrative, etc., ça pousse un peu plus. Et il y en a qui sortiennent un petit peu d'y aller aussi, qui aimeraient peut-être un peu ça et tout ça, mais sont dans leur ancien système, etc. Donc, ils s'en mêlent plus ou moins, mais il y en a de plus en plus. Fait que, bref, c'est une progression qui se fait probablement à son rythme, puis qui va faire des flamèches un peu, puis tout ça, c'est correct. Fait que, donc, c'est un peu ça que je vois. Ça veut dire que je vais voir ça continuer à évoluer. En même temps, comme je disais tantôt, je ne suis pas certain que la société s'en va dans la bonne direction. Là, je parlais principalement de microbiote et toxines qui s'en allaient dans des directions inverses, mais je pourrais faire un paquet de graphiques, puis on pourrait parler de la société au complet, autant économiquement que tout ça. Fait que, bref, je pense que ça va être, pour les prochaines années, probablement très chaotique, non seulement en santé intégrative, mais dans la société en général. Tu sais, puis, donc, d'optimiser sa santé, d'être capable de se détacher de ce qu'on ne contrôle pas, etc., puis d'avoir des buts qui sont importants pour nous, puis de progresser ça, puis de faire sa petite affaire dans son coin, puis de regarder ça un petit peu comme un spectacle, les deux pieds sur le pouf, parce qu'on ne contrôle pas ça nécessairement, puis on laisse ça aller. C'est ça qu'il y a de mieux à faire. Puis, je ne suis pas certain que ça a besoin de combat ou d'opposition tant que ça pour nourrir ça de notre côté. Bien sûr, mais c'est normal que ça va arriver. Donc, il y en a qui vont aller au combat et tout ça là-dedans. Puis, probablement que c'est correct aussi, puis que ça fait avancer certaines choses. Mais je ne pense pas que c'est dans le système actuel que ça va changer. Donc, il va y avoir un changement probablement un petit peu plus profond, mais qui va arriver. Mais ceci dit, personne ne connaît l'avenir. Fait que j'aurais tendance à dire, on peut connecter avec des gens qui pensent un peu comme nous, puis qui partagent nos valeurs. Comme ça, on se sent un peu qu'on a notre gang, parce qu'on a besoin de sentir que d'autres nous appuient, puis que nous, on peut compter sur eux, puis qu'eux peuvent se compter sur nous. Fait que ça, c'est important. Puis, mais à part, puis juste ça, ça va être assez pour continuer. Ensuite de ça, on veut écouter notre cœur, parler avec notre, mais toujours en étant conscient de savoir dans quel monde on vit, pour savoir aussi où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas, où est-ce qu'on met de l'énergie ou des frustrations, où est-ce qu'on devrait ou pas. À chacun de voir ça, mais fait que, c'est ça. Je pense pas qu'on a besoin de prendre les drapeaux là, puis de sortir au combat, là, mais peut-être que j'ai tort. Là. Ça, c'est mon petit côté, mettons, plus tranquille et tout ça qui laisse aller les choses, mais ça progresse comme ça devrait progresser, et puis tout est cool. Super. Oui, je dirais, tu as dit mettre les pieds sur le pouf puis laisser. Comment tu as dit ça? Oui, mettre les pieds sur le pouf puis regarder la pièce de théâtre. Oui, c'est ça, la pièce de théâtre. Moi, je dirais, on pourrait faire ça puis aller prendre une petite marche en nature puis regarder la pièce de théâtre en même temps. Ça serait magnifique. Oui. Oui. Puis c'est sûr, tu sais, pour faire un petit lien avec qu'est-ce que tu as parlé dans le podcast, avec les gens qui recherchent la certitude, dans le chaos actuel, quand on va justement dans des approches un peu plus holistiques, ça implique d'être de plus en plus confortable avec de l'incertitude. C'est pour ça, peut-être que ça va prendre un certain temps, selon moi, à ce que qu'on évolue en tant qu'humain par rapport à la santé, puis qu'on apprenne à être confortable sans avoir des certitudes ou d'aller dans du noir ou blanc un peu, là, pour revenir à ce qu'on disait. Voilà. Donc, plusieurs, par exemple, philosophes, penseurs vont dire on a besoin d'une
évolution collective de conscience. Puis juste si on regarde, s'il y en a que ça les intéresse, là, regardez par exemple la théorie de la spirale dynamique, par exemple, ou les synthèses que Ken Wilber a fait, par exemple. Il y a toutes sortes de couleurs, là, il explique les niveaux de conscience, etc. Puis chaque niveau de conscience, dans le fond, ce qui a de la misère il intègre le précédent, mais il n'est pas capable de voir qu'est-ce qui est au-dessus, mais il n'est pas capable de voir non plus le bon ou le moins bon dans chacun de ceux qui sont en bas. Peut-être qu'un prochain niveau de conscience apporterait ça, une espèce de vision un petit peu plus globale que j'essaie de partager un peu aujourd'hui. Puis si ça devient un peu plus la normalité, on va voir justement moins de garde à clocher parce qu'on va comprendre un peu plus ce portrait global probablement, mais collectivement, individuellement, c'est facile ça. Plusieurs individus sont déjà à ce niveau de conscience-là, probablement. Là, c'est un peu ésotérique, ceci dit, c'est des chercheurs, là, vous pouvez aller voir, Suzanne Cook-Goiter, puis Claire Graves, puis et tout ça, Spirale Dynamique et compagnie. C'est ça. Fait que bref, individuellement, c'est facile. Collectivement, c'est un peu plus tough, mais on est capable de le voir dans l'évolution de l'humain, là, où est-ce qu'il y a eu les transitions, les shifts, à partir qu'il y avait un certain nombre de pourcentages d'individus qui étaient rendus à ce niveau-là. Il y avait soudainement, collectivement, un changement. Hein, on disait que tout était interconnecté. Est-ce qu'on est interconnecté aussi avec une espèce de système de conscience là, collective et tout ça? Possiblement. Là, on est moins dans le niveau orange, là, très cartésien, là, scientifique quand on dit ça, mais c'est une possibilité. Fait que, donc, c'est ce qui va nous amener là. C'est pour ça que je dis ça va arriver dans son temps. Merci. Je trouve que ça conclut bien notre conversation d'aujourd'hui. Merci, Danick, pour ton temps, de nous avoir partagé puis vulgarisé toutes ces belles informations-là. Si jamais les gens ont des questions pour Danick ou quoi que ce soit, ou pour nous, de les inscrire en commentaire. Je répète qu'on va mettre en lien le site web de Danick pour pouvoir aller consulter son offre et savoir comment travailler avec lui. Merci tout le monde. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Pour nous supporter dans notre mission de propager les codes de la vitalité, abonnez-vous et partagez ce podcast à tous ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.